il est où cet argent-là? Qui l'a présentement? Qui a été payé comme ça? Parce que, I'm sorry, là, mais les 8 millions de Québécois qui ont payé, tu sais, j'avais fait le calcul, là, par tête de pipe, c'est genre 145$ par personne que ça a coûté. Mm-hmm. Autant l'homme qui est sur son lit de mort que le bébé qui est en train de naître. Là. Ouais, c'est ça. C'est chaque personne, pas quelqu'un qui a un permis de conduire. Là. Ouais. Chaque personne au Québec a payé 145$ pour un système qui marche tout croche. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, le podcast, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que Antoine Joubert. Fait qu'encore une fois, un très gros merci à Antoine Joubert d'être venu au What's Up Podcast. Mais juste avant que je vous laisse écouter le podcast de cette semaine, juste dire encore une fois un énorme merci à nos commanditaires, qui est encore une fois procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'un énorme merci de continuer à nous supporter. Si vous voulez leur dire merci, je vous encourage à consommer leurs produits. Dites-leur hey, thank you d'être là pour Jer. Merci de continuer à nous aider, à nous donner du bon contenu comme ça. Fait que si vous savez pas c'est quoi, les cafetières Bellucci, ce sont d'excellentes machines à café. Sont super belles, sont crissement cool. Puis si vous voulez vous en procurer une, je vous encourage de faire affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Ils sont situés à Varennes. Allez les voir dans leur local, ils sont super sympathiques. Ou sinon, je vous encourage à aller sur leur site internet au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci encore une fois à le support essentiel de nos commanditaires. Si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, vous pouvez toujours devenir membre à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. C'est pas cher pour vous autres, c'est 3-4$. Puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Puis en plus, ça vous donne accès à mes podcasts un mois d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent un mois plus tard sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, je vous encourage tout le monde à devenir, à vous abonner à mon YouTube. On n'oublie pas, on clique sur s'abonner, on laisse un petit thumbs up, on peut écrire un petit commentaire positif dans la section commentaires, ça m'aide tout le temps avec les algorithmes. Ou sinon, sur ça, un énorme merci à tout le monde. Merci de me suivre, merci à Antoine Joubert d'être venu au WhatsApp Podcast, merci à mes commanditaires. Ou sinon, je vous souhaite une excellente semaine et un très bon podcast tout le monde. À la semaine prochaine, ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content d'avoir mon nouvel invité, Antoine Joubert, chroniqueur au Guide de l'auto et à Cube Radio. Fait que gros merci, ça va bien? Ben oui, toi aussi. Yes, merci beaucoup d'être venu au podcast parce que pour vrai, moi te le dis tout de suite, j'aime beaucoup tes entrevues, tes chroniques que tu fais à Cube. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Puis surtout avec des sujets qui font quand même débattre, même si ça parle juste de véhicules. Tu sais, ça fait quand même beaucoup réagir. Fait qu'on va commencer avec le premier sujet que je voulais te parler. C'est les véhicules électriques. Tu sais, fait que est-ce que t'es pour ou contre? C'est quoi l'avantage? C'est quoi le désavantage? Tu sais, parce qu'on a souvent vu ça d'une manière, tu sais, comme c'était révolutionnaire. Puis là, je pense, il y en a un peu que la bulle a pété là, en cours de route. Là. D'emblée, je vais te dire ceci. La voiture électrique au Québec, on dirait qu'il faut se positionner. Ouais. Moi, j'ai des collègues partout à travers l'Amérique du Nord, même en Europe, et quand il est question de ça, et que je leur explique qu'au Québec, faut que tu sois pour ou contre la voiture électrique, pro-essence, pro-électrique, tout le monde a dit, mais c'est quoi le rapport? Chacun est libre de pouvoir acheter ce qu'il veut. Ouais, c'est trop politisé. Eh ben non, ouais. Au Québec, c'est pas comme ça. Faudrait qu'on soit tous pour la voiture électrique. Faudrait penser que c'est la chose la plus écologique au monde. On sait très bien que c'est pas ça. Puis là, il y en a qui vont s'obstiner jusqu'à minuit pour nous dire que oui, il y a des avantages. Oui, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, ça dépend. Il y a énormément de variantes. La voiture électrique, j'y crois, elle est là pour rester.
ça va demeurer un produit important. Ce que je déteste, par contre, de la voiture électrique dans le contexte d'une commercialisation au Québec, c'est qu'on nous l'a rentré dans la gorge, bien comme du monde, avec des crédits gouvernementaux que tout le monde a payé à grands frais. Tu sais, 12 000, 14 000 $ de rabais sur une auto de 35 40 000, ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas aux contribuables de payer ça. Et le premier truc, c'est que j'étais contre ces incitatifs individuels-là. Évidemment qu'il y en a qui en ont pris avantage. Tu sais, moi, je me souviens de l'époque où on donnait 12 000 de crédit pour une Chevrolet Bolt, puis on disait que tu avais droit à un crédit par année pour acheter un véhicule électrique. Mais personne vérifiait ça, ce qui fait que les gens mettaient la main sur une Bolt, la revendaient le lendemain à gros profit, remettaient la main sur une deuxième Bolt, alors qu'il y avait pénurie de voitures électriques. Il a fait un commerce de ça. Ben, grosso modo, acheter 3 Bolts et vous en obtenez une 4e gratuitement, c'était littéralement ça. C'est pas une blague, là, c'était littéralement ça. Fait qu'il y en a qui ont pris avantage de ça, puis ces centaines de millions de dollars-là qui ont été donnés à ceux qui ont acheté des voitures électriques, ben, en ce qui me concerne, ça aurait dû être placé notamment dans le réseau de bornes de recharge. Au Québec, on a un réseau qui est mieux que dans le reste du Canada, c'est clair. Mais ça pourrait être drôlement mieux. Parce que ce qu'on réalise pas, c'est que oui, on ajoute des bornes à chaque semaine, mais on n'en ajoute pas tant que ça sur les tronçons principaux. La 20, la 40, Montréal-Québec, Montréal-Ottawa, Québec-Ottawa. Alors, ces trajets-là, c'est là qu'on en a besoin énormément. Et ça arrive de plus en plus souvent, moi pour le faire pratiquement chaque semaine, que tu arrives à une borne, Trois-Rivières, Drummondville, peu importe, et là, le temps d'attente est interminable parce que il y a beaucoup plus de demandes que d'offres dans ces tronçons-là. Fait qu'il y aurait de l'amélioration à faire de ce côté-là. Mais la voiture électrique est là pour rester. Comme je te disais, j'avais un problème avec les crédits et les plafonds parce que qu'est-ce qui est arrivé? On a mis un plafond à 65 000 $ ou à 55 000 $ selon si c'était une voiture ou un VUS. Et ce que ça a eu comme effet, c'est tout simplement de dire aux industries, à ceux qui vendent des voitures électriques, bon ben, nous là, on va donner des crédits sur des véhicules de moins de 65 000 $. Résultat, tous les constructeurs automobiles qui ont décidé de se lancer dans l'électrique ont amené un VUS intermédiaire ou compact à 64 995 $ plus les frais de transport préparation. Puis là, tu pouvais mettre un groupe d'options à 10 000 dessus, mais ça comptait pas parce que c'était un groupe d'options. Fait qu'on s'est retrouvé avec... Il y a une crosse dans le fond. Ben, on s'est pas retrouvé avec ce que les gens voulaient acheter. On s'est retrouvé avec ce que les limites du gouvernement nous permettaient. Puis le dernier problème, c'est que un constructeur automobile va développer des véhicules. Ça prend là entre 4 et 6 ans développer un véhicule à partir d'une feuille blanche jusqu'à sa commercialisation. Un gouvernement, ça change aux 4 ans, puis ça change d'idée aux 6 mois. Alors comment, en tant que constructeur automobile, en tant que division canadienne et en tant que concessionnaire, peux-tu planifier tes trucs quand des gouvernements changent d'idée à tout bout de champ? On a vu ça à l'automne dernier. Là, on a appris que le gouvernement du Québec réduisait le crédit, que le fédéral allait potentiellement le réduire en avril. Finalement, ça a été une fin imminente. On a mis tous les concessionnaires dans la merde. L'inventaire canadien de véhicules électriques qui était un peu partout, là, au BC, en Ontario, ça s'est tout retrouvé ici parce qu'il y a qu'au Québec où on avait encore des crédits généreux. Puis on a, comme je te disais, rentré des véhicules dans la gorge des concessionnaires et forcé la vente de ces véhicules-là parce qu'il y a qu'au Québec où financièrement ça tenait encore un peu la route à cause des crédits. Mais du jour au lendemain, il n'y en avait plus. Alors tu t'es retrouvé, toi, en tant que concessionnaire Hyundai, avec 15 millions d'inventaires de véhicules électriques pas vendables parce que du jour au lendemain, il coûtait 10 000 de plus. Il y a eu... C'est le marché forcé avec lequel j'ai de la misère, alors que si tu vends un CR-V, une Civic, ta courbe de dépréciation et ta demande, tu la connais d'avance. Tu sais qu'il n'y aura pas de problème. Donc, là, les crédits, au moment où on enregistre, sont à 4 000 $ taxes incluses du provincial. Il n'y en a pas au fédéral, ça c'est une autre question, là on y reviendra, mais ça fait en sorte que les gens ne se demandent plus
s'ils doivent prendre avantage des crédits. Ils regardent les produits qui les intéressent et ils achètent un véhicule en toute connaissance de cause. Il y a aussi le fait que les gens ont été beaucoup plus éduqués au cours de la dernière année face aux véhicules électriques parce qu'il s'est démocratisé. Avant, il y avait les puristes de la voiture électrique. Maintenant, ça s'adresse à tout le monde. Et je te dirais que la majorité des Québécois vont prendre un 30 secondes pour se demander la question, bon, est-ce que mon prochain véhicule va être électrique? Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire peut-être, il y en a qui vont dire oui, absolument. Et il y a des gens qui ont eu des véhicules électriques qui vont revenir en arrière. Il y a des gens qui ne reviendront plus jamais en arrière parce qu'ils ont réalisé que ça leur convenait. Mais ma conclusion à tout ça, c'est laissons le choix aux consommateurs. Évidemment, tu peux pas juste ouvrir les vannes parce que si c'était le cas, ben les constructeurs ne fabriqueraient que des pick-up pleine grandeur. Il n'y a rien de plus payant à vendre qu'un F-150 puis qu'un Silverado à gaz. Ça, il y a du profit là-dedans, vous n'avez même pas idée. Alors, c'est sûr que faut légiférer parce que ça fait 20 ans que GM a le même moteur V8 5.3 litres, ça s'est pas amélioré d'une virgule, puis on en imprime des centaines de milliers de copies à chaque année, puis ça continue de se vendre. Et évidemment, c'est ce que les constructeurs voudraient vendre le plus parce que c'est ce qu'il y a de plus payant. En même temps, il faut donc trouver un équilibre entre ce que le consommateur veut réellement acheter puis ce que le constructeur est capable de t'offrir à un prix raisonnable. Mm-hmm. Là, on voit les prix des véhicules neufs exploser, mais en même temps, tu vois, en 2025, depuis le début de l'année, le prix moyen vendant d'un véhicule au Canada a baissé. Pourquoi? Ben parce que il y a bien moins de véhicules électriques qui se vendent. En juillet dernier, juste au Québec, les ventes de véhicules électriques étaient en baisse de 40% par rapport à 2024. Ouais, c'est énorme. Ben, c'est gigantesque. Puis ça prouve tout ce que je mentionnais, c'est que c'est pas tant... Tu sais, les gens ont pris avantage de ça parce qu'ils ont vu le gros 12 000 $ puis ont dit, ben, c'est le moment ou jamais de me lancer. Mm-hmm. Que les gens réalisent pas, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je te parle, si tu te présentes chez un concessionnaire Chevrolet pour acheter un Equinox électrique, il va te coûter le même prix qu'il coûtait à l'automne dernier, même si tu as 4 000 de rabais au lieu de 12 000. Pourquoi? Parce que le constructeur met un incitatif sur le véhicule, va te donner un 5 000 de rabais, par exemple, va te le financer à 0,9 au lieu d'à 8,9. Fait qu'au bout de la ligne, quand tu fais tes paiements sur 4, 5, 6 ans, il va te coûter le même prix que quand tu l'as acheté à l'automne, mais on a joué avec les chiffres. Puis ça vient prouver un autre truc aussi, c'est que quand un gouvernement donne 12 000 $ à un individu comme toi pour acheter un véhicule, ben, le constructeur s'en met dans les poches parce que le constructeur profite du fait que le gouvernement paye à sa place pour promouvoir un véhicule. Ouais. Alors que là, c'est plus le cas et c'est au constructeur de mettre de l'eau dans son vin et de dire, bon, ben moi, là, si je veux vendre ce véhicule-là, il faut que je mette un 3, 4, 5 000 de rabais dessus, que je baisse mes taux de financement, que je donne des pneus d'hiver, ce qui se passait absolument pas à l'automne dernier parce qu'ils se vendaient 100 Equinox par semaine au Québec puis qu'on se battait à coups de poing pour mettre la main sur une copie avant que les crédits finissent. Fait que, tu sais, c'était un marché artificiel. Là, on est dans un marché drôlement plus naturel et regarde comment les choses s'équilibrent. Et on achète encore plus de véhicules électriques que la moyenne des autres Canadiens, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était en 24. Là. Fait que ça a été, dans le fond, une fausse bonne idée, les subventions pour les véhicules. Ben, en fait, pas une fausse bonne idée parce que ça a permis à bien des gens de découvrir ce qu'était un véhicule électrique. Je pense qu'il y a des gens qui ont plongé dans l'aventure et qui ne l'auraient jamais fait si ça n'avait pas été de ça. Mais je pense qu'on l'a fait de la mauvaise façon. C'est-à-dire qu'on a donné de beaucoup trop gros montants à un seul individu et souvent à répétition. Puis on a laissé certains individus et l'industrie en profiter pour ensuite leur faire un croche-pied puis leur dire, bon, ben là, vous avez eu des cadeaux, là, on vous les enlève toutes. Fait que ça chamboule complètement le marché. Tu sais, moi, quand je regarde ce qui se passe, je regarde pas juste l'impact sur le consommateur, je regarde l'impact sur l'industrie automobile. Les concessionnaires, les constructeurs automobiles, même les usines canadiennes, parce que tu sais, regarde en ce moment, là, tout s'écroule. Là.
tout ce qu'on avait comme planification il y a 2 ans pour pousser le véhicule électrique, ben ça n'existe plus. L'usine de cathode à Bécancour, c'est terminé. Lyon Électrique, c'est terminé. Ford qui devait fabriquer des véhicules électriques à Oakville, en Ontario, c'est terminé. Northvolt. Northvolt, bon, nomme-en tant que tu voudras. Le Taiga au Québec, c'est terminé. Tu sais, c'est un après l'autre. Là. Lyon Électrique. Ouais, Lyon Électrique, bon. Eux autres, ça brûle. Ouais, eux autres, ça brûle. Mais tu sais, c'est ça, c'est que on a tellement mis d'argent public dans ça parce que on a ce vouloir de pousser l'électrique au détriment de l'essence, qu'on a été aveuglé par les possibilités. Puis, bon, jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement du Québec nous a pas prouvé qu'il savait compter. Fait que le jour où ça sera géré comme une entreprise privée puis qu'on aura des bilans financiers positifs à la fin de l'année, là, on pourra commencer à jaser, mais force est d'admettre que jusqu'à maintenant, c'est pas exactement ça qui se passe. Alors, je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer de tout ça. Puis, ce qui est plate, c'est que là, t'as un gouvernement qui est en déclin. Mm-hmm. J'ai l'impression que la CAQ ne repassera pas. Qui sera le prochain? Peut-être le PQ. Et quelle erreur qu'on va faire encore puis qu'on va revenir. Puis c'est ça le problème. C'est que, tu sais, dans le monde de la voiture électrique, il y a ce que les constructeurs sont capables de faire, il y a les règlements qui sont en place, et il y a les différents paliers de gouvernement qui nagent pas dans la même direction. Bon, là, tu vas me dire que Trump est venu mettre la merde, et c'est vrai, parce qu'il a complètement chamboulé les plans qui avaient été établis aux États-Unis. Drill, baby, drill. Ouais, drill, baby, drill. Mais, tu sais, mais en même temps, la Californie n'a pas la même position que le Texas et n'a pas la même réalité non plus. Comme le Québec et l'Alberta n'ont pas la même réalité. En Alberta, on veut vendre du pétrole. Au Québec, on veut vendre de l'électricité. Et évidemment que si tout le monde roule en voiture électrique, on aura cet avantage de contrôler l'énergie, comme on le fait un peu en Alberta, mais en Alberta, en même temps, c'est le pain et le beurre de tout le monde. Donc, tu sais, bon, il y a différentes façons de voir ça. Mais je pense que la réponse n'est pas uniquement dans la voiture électrique, ça en fait partie, mais c'est pas la seule solution, ça c'est clair. Ben c'est ça, là t'as dit énormément d'affaires, j'ai essayé de retenir toutes mes notes pour que je puisse te poser mes questions. On peut faire une pause puis rewinder si tu veux. Ça Non mais c'est ça, je trouve cool. Ouais. Ben c'est parce que tu sais, c'est ça, maintenant si on y va avec les crédits, tu sais, j'ai l'impression que peut-être c'est ça, ça a été mal pensé, ou peut-être c'est ça, encore une fois, ça a été trop rapidement, fait trop vite, on veut faire ça trop vite, un peu comme tu disais, mais tu sais, je me demande si ça avait pas été plus intéressant au lieu d'y aller au prix du véhicule, de donner des subventions au prix du véhicule, mais plus au revenu que fait la personne, tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a quelqu'un qui fait 120 000, 150 000, qui ait 10 000 de rabais. C'est pas vraiment à lui, là, tu sais, fait que ça aurait dû être plus ciblé sur quelqu'un qui fait un revenu de 50 000, mais que lui, esti, sacrament, là, c'est tout un gap de passer, là, tu sais. Il y a toutes sortes de façons de voir ça. Tu vois, en Colombie-Britannique, c'est ce qu'on a fait. On avait mis un plafond à un moment donné en disant on va donner un crédit pour véhicules électriques, mais à des gens qui ont un revenu inférieur à 80 000 $. Mais qui fait moins de 80 000 $ au BC quand un 3,5 coûte 2 millions, tu sais? Ouais, fait c'est que, ça. ils se vendaient plus de voitures électriques. Tu sais, de jouer avec des plafonds puis d'avoir des règlements différents d'une province à l'autre, ça a juste fait en sorte de complexifier la commercialisation d'un seul produit. Parce que je vais te donner un exemple. Du point de vue du constructeur? Ben oui, parce que toi, si tu t'appelles Hyundai Canada puis tu as 10 000 Ioniq 5 à vendre, là, tu sais qu'au Québec, il y a 12 000 $ de crédit. Le plafond est à 65 000 $, donc tu vas pouvoir vendre ton véhicule à gros prix, l'amener jusqu'à 63-64 000 $ sans problème, avoir un taux de financement à 7,99, puis c'est pas grave, tu vas appliquer le 12 000 dessus, puis le client va être content. Là, au BC, ce véhicule-là se qualifie pas parce que le plafond est à 50 000 pour un véhicule électrique, puis il faut que ton revenu soit inférieur à 80 000. Qui confirme pas le revenu Mais en même moyen temps, t'en connais-tu bien des gens, toi, qui vont dépenser 60 000 $ sur un véhicule quand leur revenu annuel est 75? Pas tant que ça. Non, c'est ça.
Alors, là, ça n'a pas fonctionné. Le Crédit fédéral, il est disparu du jour au lendemain. Fait que là, en Ontario, on vendait plus de voitures électriques. Il y a eu un crédit temporairement du côté du Nouveau-Brunswick. Le reste, il n'y en avait pas. Fait que là, comment on joue avec tout ça? Toi, tu es un constructeur. Qu'est-ce que tu fais avec ton inventaire? Alors là, l'avantage, il se passe au Québec. Fait qu'on va prendre toutes les Ioniq 5 qu'on a, on va les envoyer au Québec. Ouais. Tous ceux de la Colombie-Britannique, on l'envoie au Québec. Puis de l'Ontario, puis tout ça. Mais pendant ce temps-là, les concessionnaires au Québec, eux autres, ils reçoivent pas de Santa Fe, ils reçoivent pas de Elantra, puis ils reçoivent pas de Tucson, parce que ils peuvent pas supporter 35 millions de dollars d'inventaire, puis ce qu'on veut qu'ils vendent au Québec, c'est des Ioniq 5, parce que c'est là que ça peut pogner. Mais en même temps, le client qui en veut une Elantra au Québec, là, il y en a pas d'un coup, parce que toutes les allocations pour ces voitures-là sont en Ontario ou en Colombie-Britannique. Puis c'est la même chose pour un Santa Fe et un Palisade. Fait que ça a été un véritable bordel parce que personne a le même objectif. Le jour où tout le monde le jour où il y aura une décision qui sera prise de façon minimalement nationale, que le crédit sera le même dans toutes les provinces, que les règlements seront les mêmes, puis que l'objectif ultime sera le même. Mm-hmm. Là, il va y avoir drôlement moins de problèmes. Mais regarde, on est encore les seuls imbéciles au Québec à payer une taxe carbone sur le litre d'essence. Tu vas me dire que c'est 8-9 cents à peu près là, par litre. Mais 8-9 cents par litre qu'on paye ici au Québec pour soi-disant améliorer les conditions climatiques, mais à ce que je sache, là, tu respires le même air qu'ils respirent en Ontario puis au Nouveau-Brunswick. Pourquoi moi je le paye puis que l'Ontario le paye pas? Là, tu sais, il y a des gens qui vont dire oui, mais ça permet justement au Québec d'avoir un meilleur réseau de bornes de recharge, d'être plus conscientisé, d'avoir des campagnes publicitaires, d'inciter les gens à OK, mais l'objectif ultime, c'est d'améliorer les conditions climatiques. C'est pas uniquement au Québec que ça va se passer. Il faut que l'objectif soit national, voire mondial. Ça, c'est de rêver en couleur. Mais tu sais, minimalement national. Je sais pas. Là, on nage pas dans la bonne direction. Fait qu'on est encore les mêmes clowns à payer. Puis c'est parce qu'à un moment donné, quand tu demandes tout le temps aux Québécois de payer plus, parce que tu payes plus d'impôts, tu payes plus de taxes, tu as des taxes sur l'essence, sur l'alcool, sur tout ce que tu voudras, t'as, évidemment, ton impôt s'en va en santé plus que n'importe où ailleurs au pays pour un résultat dont on pourrait débattre longtemps, puis je suis pas un expert dans le réseau de la santé, mais on s'entend-tu qu'il y a des trucs qui marchent pas? Bref, c'est qu'à un moment donné, ça devient un irritant sérieux. Puis chaque petite taxe supplémentaire que tu viens ajouter... C'est un supplice, là. Regarde bien, là. La taxe pour le transport en commun, un 150$ par automobile dans la grande région de Montréal pour un REM qui marche pas. Tu sais, c'est une insulte à l'intelligence, là. Mm-hmm. Puis là, on va aller en chercher plus dans les poches de l'automobiliste pour favoriser le transport en commun que les gens prennent de moins en moins parce qu'il est de moins en moins fiable et sécuritaire. Tu sais, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça finit plus. Mais c'est ça, c'est qu'au Québec, la solution, c'est de taxer dans un objectif ultime, d'essayer de contrôler quelque chose, et ça fonctionne pas. C'est souvent fait aussi n'importe comment, là, tu sais. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, là, tabarnak. Il y en a un de façon temporaire, puis après ça, il s'en va, puis c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, mais ce quelqu'un d'autre-là n'a pas le même objectif que le premier. Mm-hmm. Tu sais, c'est que tu peux pas... Ça prend une vision à long terme. Le principe de base d'avoir une vision à long terme, c'est qu'on a un objectif ultime, puis c'est de s'y rendre. Tu sais, pour m'en venir ici à ton podcast, j'ai pris la voie de service du métropolitain Crémazie. C'est un champ de mine. Je suis chanceux de pas avoir pogné un flat, là, honnêtement, parce que c'est démoli comme ça, aucun bon sens. Mais on va patcher temporairement jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau maire, puis là, on verra ce que le nouveau maire va décider. Mais tu sais, c'est ça. Mm-hmm. C'est qu'en attendant, on fait juste patcher. La ville est en train de péter partout. Oui, il n'y a pas eu d'entretien pendant 50 ans, mais est-ce qu'on peut pointer un individu du doigt? Non, on peut pointer l'objectif ultime qui est de dire on veut avoir une belle ville et être fier de cette ville-là. Bon, on s'entend-tu que c'est pas ça? Là, on essaie de sauver les meubles. Puis à chaque fois, on recommence. Boum, 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 boum. Fait que c'est pas très, très
reluisant comme situation là, chez nous au Québec en ce moment. Puis malheureusement, si tu reviens au domaine de l'automobile, ben tu constates que on essaie de restreindre, de réglementer, de passer par des voies nécessaires et ça fait que mettre le bordel. Et là, tu vois, depuis le début de 2025, ben, les règlements ont été relâchés au niveau de la voiture électrique. Les ventes sont en baisse. Les gens achètent des produits. Les gens achètent, ironiquement, plus de véhicules cette année, mais achètent des produits qui répondent davantage à leurs besoins dans la mesure où c'est ce qu'on a sur notre marché. Parce que, bon, tu sais, l'industrie nous dit depuis des années que les petites voitures, ça se vendrait plus chez nous. Viens me dire qu'une Honda Fit offerte à 28, 29, 30 000 $, ça se vendrait plus. Ça pourrait pas être 18 000. Ça n'existe plus une voiture à ce prix-là. Hey, les Hyundai dans le temps, là, les 2009, là, qui étaient à 10 000, ben oui. 9 000, les Nissan Micra, ça s'est vendu chez nous. Là. Ben oui. Tu sais, ça a été un succès. Ça a été populaire en crise. Ben oui, mais... Les filles mettaient des cils en avant, là, ces lumières. Là, ça, on essaie d'oublier. On essaie d'oublier ça. Avec le collier hawaïen. Tu sais, puis les capes de roue spinner, puis les lumières en dessous. Bon. Mais des voitures, à ce prix-là, ça se pourrait plus aujourd'hui. Une voiture, ça coûte plus cher à fabriquer que ça. Puis je peux te dire que si un constructeur automobile lançait une voiture à 20 000 $, il n'y aurait pas de profit dedans. Mais on pourrait quand même les voir parce que, dans le fond, les véhicules chinois électriques... Ah, ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Le jour où les Chinois rentrent ici, là... Ça va démocratiser en crise les prix pis tout ça, là. Ben, en fait, ça va changer deux choses. Revenons à peu près 40 ans en arrière, là, les gens s'en souviennent pas nécessairement, mais quand Hyundai est arrivé au Canada en fin 1983... Compagnie coréenne, un véhicule coréen vendu en Amérique du Nord, ça n'avait jamais existé auparavant. Ils sont arrivés ici avec une Hyundai Pony bien ordinaire, cute pour l'époque, rival d'une Chevette, puis ce genre de produit-là. Alors, prix plancher à 4 995, il y avait un équipement décent, la garantie était un peu sérieuse, ils en ont vendu comme ça. Du jour au lendemain, personne connaissait cette marque-là. Et attention, on n'était pas aux États-Unis, là. Hyundai est rentré par le Canada uniquement. En premier. Et peux-tu croire que 2 ans et demi après leur arrivée sur le marché, Hyundai possédait 10% du marché de l'automobile canadien. C'est du jamais vu, ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'automobile. Ils ont frappé au bon moment, là où les gens souhaitaient aller chercher un produit. Bon, la clientèle s'est rendue compte que la qualité n'était pas au rendez-vous après, là, parce que des poneys, puis des Stellar, puis même des Axel, quelques années après, c'était plein de trous, puis on avait des problèmes, puis etc., etc. Mais ils se sont imposés rapidement. Il y a eu un creux de vague, et il a fallu attendre en 2007 avant qu'on réatteigne le niveau de vente qu'on avait atteint en 85 ou 86, pour dire à quel point ils ont travaillé fort. Mais aujourd'hui, Hyundai, c'est un des constructeurs automobiles les plus importants en Amérique du Nord. Alors, les Chinois, s'ils arrivent ici, puis là, je pense à 2-3 compagnies, là, notamment GAC, Xpeng et puis BYD. Alors, ce sont des compagnies chinoises qui ont des véhicules très sérieux, pour la plupart 100% électriques, là. On est surtout dans l'électrique avec les véhicules chinois. Mais s'ils arrivent ici avec des véhicules qui répondent aux besoins et aux désirs de la clientèle nord-américaine, et qui sont offerts à prix raisonnable et avec une qualité raisonnable, ça va se vendre comme ça. Mm-hmm. Parce que regarde ce qui est arrivé récemment chez nous au Québec avec une compagnie qui s'appelle VinFast. Ah, le V, ouais. Ça, c'est une compagnie vietnamienne. Personne n'avait entendu parler de ça. Ils sont arrivés ici à un moment crucial, c'est-à-dire au moment où les véhicules électriques étaient en forte pénurie. On se faisait dire chez Hyundai que c'était 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans d'attente pour mettre la main sur une Ioniq 5. Et là, on n'est pas encore au moment où les crédits étaient les plus généreux, là. Ils étaient généreux, mais le pic de vente ne s'était pas encore produit. Fait que dans la pandémie, environ? Ben, tout de suite après. Tout de suite après. Tout de suite après. Alors, en 2023, VinFast est arrivé avec ça. VUS intermédiaire, évidemment, comme je te disais, offert à un peu moins de 65 000 $. Puis bon. Là, les gens ont regardé ça. Ah, c'est un nouveau produit. Il est cute. Il y a de l'espace. Ça a l'air intéressant. L'autonomie est correcte. Garantie de 10 ans. Ah ouais, puis je peux l'avoir en livraison immédiate. Wow.
Moi, j'ai mis un dépôt chez Volkswagen pour un ID4, j'ai mis un dépôt chez Chevrolet pour tel ou tel modèle, pour une Bolt, puis j'ai mis un dépôt pour un Ioniq 5, puis les vendeurs me rappellent pas. Je vais l'acheter, le VinFast. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que la qualité n'est pas là, puis parce que VinFast a des produits. VinFast est une compagnie très jeune, d'une part, et qui n'a pas nécessairement eu cette conscience de comprendre que ça prend un service après-vente. Et le problème, c'est que dès que tu as un accrochage, dès que tu as un problème avec ton véhicule, ben la réparabilité n'est pas là. Ça, c'est un gros problème dans l'industrie automobile, mais particulièrement chez VinFast. Tu vas avoir un accrochage, 10, 15 000 $ de dommages sur ton auto, sur une auto qui en vaut 60. Puis là, on ne sait pas comment la réparer, on ne sait pas quoi faire. On n'a même pas de charte de réparabilité pour redresser des châssis, ce qui fait que au moindre impact, on prend ton véhicule, on l'envoie sur le tas de roches. Tout ce qu'il y a de plus écologique. Ça fait que les assurances doivent être chères là-dessus, tabarnak. Ben, les assurances sont chères, les assurances ne cassent pas la tête. Garde, on répare pas. Scrap, on te fait un chèque, recommence. Ouais. Mais tu sais, ça n'a pas d'allure. L'industrie automobile peut pas être rendue là. Puis c'est pas unique. Ça, c'est pas une situation unique à VinFast, mais la bulle a pété assez rapidement parce que là, il y a de l'inventaire chez tous les concessionnaires. Tu veux un char électrique demain matin, là? Regarde bien, tu vas aller chez Ford, chez Volkswagen, peu importe, tu vas arriver là-bas. Bonjour, je m'intéresse au ID4. Ah oui, monsieur, voulez-vous qu'on vous offre un voyage dans le sud pendant 2 semaines? Avez-vous faim? Je vous amène dîner. Quelle couleur vous voulez? Ben oui, faites-moi-en pas que là, on est parlable. Là. On n'a plus le même discours qu'on avait l'année passée. Là, ça, c'est certain. Alors, ça a complètement changé. Mais tu vois, pour un Honda CR-V, pour un RAV4, là, ce langage-là, il n'a jamais changé. La demande est là, l'offre est là, on en a, on te le livre. Le prix, c'est ça. Essaye pas de me le négocier de 4 000 $. Ça marchera pas. Mais t'achètes un produit qui coûte quand même assez cher, oui, mais dont le coût de possession est très faible. Ta courbe de dépréciation, je peux te la dessiner au détail près. Tu sais combien ton véhicule va valoir dans 4 ans quand tu vas vouloir le revendre. Et il n'y en a pas d'entourloupe. Alors que le gars qui a acheté un Mustang Mach-E GT à 95 000 $ en 2023, puis qui regarde des neufs en ce moment à 65 000, il s'arrache les cheveux de sa tête, tu penses? Même les Polestar, c'est 25 000 $ de moins qu'il y a 1 an. Tu sais, fait que le gars qui a payé 25 000 de plus, lui, il retournera pas une deuxième fois, là. Non, c'est ça. C'est de l'argent, là. Encore c'est de l'argent. Pas à peu près. Mais ça, c'est des situations que tu vois juste dans l'électrique. Mais si on en revient avec les véhicules électriques chinois, tu sais, parce que moi, dans le fond, le seul gros problème que je vois avec ça, ben c'est sûr, c'est un conflit qui est vraiment plus international, là, tu sais, là, parce que, dans le fond, c'est les States, les États-Unis qui nous disent que faut qu'on mette des tarifications de 400%, fait que c'est impossible d'acheter ça. C'est du 100% de tarification, en fait. C'est ça veut dire que ton véhicule chinois qui vaudrait 50 000, ben, il y a 100% de taxes pour le rentrer au Canada. Puis le Canada a suivi c'est pas compétitif pantoute. Ben là, c'est pas compétitif. En fait, ils vendent partout dans le monde, même au Mexique, sauf en Amérique du Nord, sauf au Canada et aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a un 100% de tarif à l'entrée au Canada qui a été établi par le gouvernement de Justin Trudeau en suivant ce que les États-Unis avaient fait. Mais la raison pour laquelle on a fait ça, c'est uniquement pour protéger l'industrie automobile canadienne qui est en péril. Et elle l'est plus que jamais parce que là, Trump impose des tarifs, puis bon. Fait qu'il y a 5 constructeurs qui fabriquent des véhicules au Canada. T'as Honda et Toyota qui ont des usines de 5-6 000 employés, pas de syndicats. Puis t'as GM, Ford et Stellantis qui ont des usines syndiquées. Et tout ça, c'est en Ontario. Et on veut protéger cette industrie-là. Et on pense que en bloquant l'accès aux véhicules électriques chinois, on va pouvoir continuer à protéger cette industrie-là. Mais la vérité, c'est que les Chinois viendront pas ici vendre des pick-up à moteur V8 qu'on fabrique à Oshawa, puis ils viendront pas ici vendre des minivans comme on fabrique du côté de Windsor en Ontario. Oui, ils pourraient arriver avec un produit
peut-être équivalent à certains futurs véhicules électriques de Stellantis. Bon, Ford, ils s'en viennent fabriquer des Super Duty, là, des F-250. Il n'y a pas un Chinois qui va arriver avec un véhicule comme ça. C'est pas le même marché. C'est pas le même marché. Puis tu vois, Honda et Toyota, ce qu'ils fabriquent chez nous, c'est des Civic, des CR-V, puis des RAV4. Alors, qu'est-ce que le Chinois va amener ici? Qu'est-ce que le constructeur chinois comme BYD va amener ici qui va venir rivaliser directement avec une Civic et un CR-V? Bonne question. Donc, je pense que c'est une question de temps avant qu'on retire les tarifs de 100% et qu'on laisse entrer les véhicules chinois qui, à un moment ou à un autre, vont finir par être commercialisés chez nous. Parce que là, la vérité, c'est qu'ils sont fabriqués en Chine. Mais le jour où le Chinois décide d'ouvrir une usine au Mexique puis de les vendre chez nous, c'est fait. Puis là, tu pourras plus stopper, à moins d'ouvrir un autre règlement. Bon, fait que c'est une question de temps avant que ça arrive, je pense. Et le jour où les Chinois vont entrer ici, il va falloir que les constructeurs automobiles soient prêts. Et je pense que les Coréens sont prêts, que certains constructeurs japonais sont prêts, mais que les Américains, particulièrement, font la sourde oreille et ne s'adaptent pas. Peut-être GM un peu plus. Mais Stellantis, oublie le projet, là. Mais moi, le problème, je trouve plus avec les véhicules chinois, c'est, moi, la peur, la crainte, je dirais, c'est plus aux questions d'une sécurité nationale, dans le sens, il va-t-il avoir des backdoors dans ces véhicules-là, tu sais, qui sont totalement Parce que tu penses qu'il n'y en a pas dans des voitures Tesla? Ben, c'est sûr qu'il y en a, puis c'est la raison pourquoi j'en achète pas, tu sais. Mais par exemple, c'est américain, tu sais, on a plus... C'est nos alliés jusqu'avant que ça arrive. Tu sais, aujourd'hui, là, les gens réalisent pas à quel point l'échange de données avec ton véhicule automobile est infini. Tu fais juste marier ton téléphone en Bluetooth avec ta voiture. Tu échanges des millions de données avec le constructeur de ton véhicule sans même le savoir. Tu conduis un véhicule avec des systèmes de caméras. Ben, ces caméras-là peuvent enregistrer à peu près tout ce qu'elles veulent. Tu sais, puis ça va être... Ça va juste s'empirer avec le temps. Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je veux quasiment revenir au Steve muscle Waterhouse, car, qui est un expert en cybersécurité, me disait qu'on voit que la pointe de l'iceberg en ce moment et que c'est déjà un problème. Alors, si tu penses que t'as peur de l'industrie automobile chinoise parce qu'elle va s'imprégner dans ta vie, puis qu'elle va collecter des données, puis qu'elle va tout savoir sur toi pour peut-être te vendre plus de cochonneries sur AliExpress puis sur Temu, ben c'est déjà ce qui se passe en ce moment. T'as uniquement, écoute là, t'as ton téléphone dans tes mains, puis moi là, je vais te donner un exemple là. Disons qu'aujourd'hui, je décide d'écrire un article sur la Fiat 500 électrique. Et qu'à 4 ou 5 reprises, ben... je fais des recherches sur mon téléphone, je vais sur Google, sur mon ordinateur, je nomme vocalement le nom Fiat 500 électrique. Tu vas avoir plein de pubs. Dans les prochaines journées, là, ça va être débile. C'est ça qui se passe. Fait que tu penses qu'on t'observe pas, ta voiture t'observe bien plus que tu le penses, et c'est pas parce qu'un Chinois va arriver ici avec un produit de Chine que ça va être différent. Soit dit en passant, il y en a déjà des véhicules chinois chez nous. Les Polestars sont fabriqués en Chine. Les Buick, par exemple, là, je cherche le nom, là, le VUS Envision est fabriqué en Chine. Certains produits Lincoln sont fabriqués en Chine. Alors, ce sont déjà ici les véhicules chinois. Là, on a tracé une ligne pour dire on veut plus de véhicules électriques chinois. Mais Lincoln, ce sont des véhicules à essence. Puis les Polestars, ils ont eu un délai de grâce pour pouvoir fabriquer des véhicules en Chine pour les amener ici. Là, on a barré la route à ces véhicules-là. Regarde, la Mini Cooper électrique, on peut pas la vendre au Canada parce qu'elle est fabriquée en Chine. Mais c'est une Mini, là. La différence entre la Mini à essence et la Mini électrique, c'est que la Mini électrique, elle vient de la Chine, puis la Mini à essence est fabriquée du côté de l'Europe. Alors, est où la ligne? T'sais, à un moment donné, ça n'a plus d'allure. Puis c'est une comme je te dis, les véhicules chinois, c'est étonnant la qualité qu'ils ont, parce que les Chinois peuvent te fabriquer ce que tu veux, là. Si tu veux quelque chose de cheap, ils vont te le faire. Mais si tu veux quelque chose de très, très grande qualité, ils vont te le faire aussi. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs véhicules Volvo qui sont fabriqués en Chine, puis sont de qualité exceptionnelle. Alors, tu sais, c'est vraiment une question de ce que tu veux avoir, puis combien tu veux payer. Ouais. On a cette perception que quand c'est chinois, c'est cheap. Comme on avait cette perception-là des Japonais dans les années 70, mais c'est plus ça, là. Le Chinois, il va te fabriquer ce que tu veux pour le prix que tu veux payer, puis si tu veux de la qualité, tu vas l'avoir. Puis d'après moi,
ils peuvent défier à peu près toute concurrence dans le monde de l'automobile s'ils sont préparés puis s'ils ont bien aligné leur flûte pour commercialiser des produits chez nous. Là. Ça risque de chambouler énormément l'industrie automobile et bien au-delà des frontières canadiennes. Là. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on va revenir avec les véhicules électriques ici, parce que, tu sais, un autre problème aussi qui est arrivé, c'est le réseau électrique, tu sais, parce que ça a été un énorme, le contraire d'incitatif, là, désavantage pour que le monde, ils veulent s'embarquer dans l'électrique, c'est l'entretien de ces bornes électriques-là, puis le nombre, tu sais, il n'y en avait pas assez. Fait que, tu sais, il y en a là, qui arrivaient à des places, soit que la machine était pétée, soit que le fil était coupé, ou soit que fallait t'attendre une demi-heure pour ça. Puis ça fait énormément peur. Là, mais en même temps, tu sais, c'est un manque. Ben, je te dirais que d'abord, quand on se compare, on se console, parce que au Québec, à ce niveau-là, on est drôlement mieux qu'en Ontario puis que dans d'autres provinces. Parce que les bornes du réseau de Petro-Canada, par exemple, ou Electrify Canada, si tu vas en Ontario, là, tu vas t'arracher les cheveux de ta tête. Ça marche jamais, c'est le bordel. C'est de la tarification dynamique tout croche. Mais au Québec, on a quand même un nombre impressionnant de bornes par rapport au reste du Canada. Et la fiabilité est pas parfaite, mais supérieure à la moyenne. Après ça, il y a l'éducation. Parce que moi, je me souviens, ça, je riais dans ma barbe, là. Je revenais de Québec, j'avais une petite Kia Niro électrique. J'arrête, sortie 174 sur l'autoroute 40, là, à Yamachiche. Et puis là, t'as plein de bornes de recharge. Et il y a un bonhomme qui est là, visiblement bien nanti et fier de le montrer. Il vient de s'acheter un gros Hummer électrique, lui. Puis, un Hummer électrique. Puis il est à la borne avec sa femme... je veux pas créer une caricature, là, mais tu sais, elle était surmaquillée, surpoudrée, surcoiffée, là. Ça avait de l'air d'un bibelot assis sur le siège du passager, un peu. Puis, il sort de son véhicule, puis là, il me reconnaît, puis il est fier de venir me le montrer, puis tout ça. Mais il a aucune idée de ce qu'il a acheté, comprends-tu? Lui, il avait un Cadillac Escalade à gaz avant. Puis le vendeur a réussi à y passer un Hummer électrique. Mais là, il réalise pas qu'il est branché sur une borne à 50 kW, puis qu'il y a une batterie de 246 kWh sur son camion. Fait qu'à puissance maximale, là, pour recharger son véhicule, mettons à 80%, t'en as pour 4 heures, mon ami, à être branché là. Ah, sacrément. Puis là, sa femme, a sac dans le camion. Puis tu vois dans son visage qu'elle a des fusils, puis qu'elle est déjà plus capable. Et moi, j'ai dit, mais là, t'es branché sur une borne de 50 kW, qu'est-ce que tu fais là avec un Hummer? Pourquoi tu prends pas la borne 180 qui est là? Ah, c'est quoi la différence? Et je peux pas croire que le vendeur t'a pas expliqué ça, là. Ça a aucun sens. Va te brancher sur la 180, disons que tu pognes une charge, une vitesse de croisière de charge à 150 dans le contexte, ben tu vas sauver 3 fois plus de temps, là. Mais ça va être long quand même. Puis tu sais que ton Hummer, le brancher chez toi sur une borne de niveau 2, ça va te prendre quasiment une journée et demie à 2 jours pour le charger si tu le veux à 100%. Hey, alors que si tu achètes une Chevrolet Bolt ou une Kia Niro ou un ID4, ben ta charge à la maison, ça va prendre 8 heures, 6, 8, 9 heures au maximum. Mais c'est pas un gros truck, par exemple. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait rire, moi, quand Chevrolet commercialise actuellement, là, on voit ça, là, les Chevrolet puis les GMC, Sierra, Silverado électriques, ben là, ils se vantent d'avoir une autonomie supérieure à Ford. Ben oui, mais ça prend 2 jours à recharger. Puis sur une borne de niveau 3, quand t'es capable d'en trouver une assez puissante, c'est long, là. Fait qu'il y a ce délai-là qu'il faut calculer. Tu prends en compte. Là, alors, si tu achètes ce camion-là parce que tu fais 150 km par jour, puis tu tires une remorque de 5000 livres, tu travailles avec, moi, je suis un peu contre le principe d'avoir un véhicule qui pèse 9500 livres sur la route, là, parce que le côté écologique est pas là en partant. Mais côté autonomie, tu vas t'en sortir sur une base quotidienne. Qu'est-ce que tu veux dire, le côté écologique? Ben voyons. Tu as un camion qui pèse 9500 livres. Quand tu mets des camions de 9000 livres sur le pont Champlain versus des Honda Civic là, qui pèsent 3000 livres, ben
l'impact sur le réseau routier est gigantesque. Puis ce que les gens réalisent pas, c'est que plus ton véhicule est lourd, plus tu fais tout travailler. Ça veut dire suspension, pièces de direction, frein, structure, pneus. Ça, c'est pas des mythes, là. Ben non, c'est pas des mythes, c'est du poids. Il y en a qui essayent de faire passer ça comme des mythes. Tu sais, si toi, ta voiture, je sais pas, qu'est-ce que tu conduis comme auto? Quelque chose, moi, te le dis tout à l'heure. Bon, mettons que c'est une Honda Accord. Je dis n'importe quoi, OK? Ben, ta Honda Accord, là, si tu vas chercher 12 feuilles de J-Proc puis que tu les places sur ton toit puis que tu remplis ton coffre de ciment, d'après toi, va ça aller aussi bien et aussi longtemps? Non. Ben, c'est la même chose avec un véhicule électrique surchargé. Alors, un véhicule électrique comme un Silverado EV, ben oui que c'est un camion puis il est conçu comme un camion, mais il y a quand même des roues de 24 pouces avec des pneus de 24 pouces qui vont supporter un poids de 9000 livres. 10 000 si tu mets quelque chose dans la caisse, puis encore pire si tu remorques. Fait que ces pneus-là, ils vont fondre comme neige au soleil, puis ces pneus-là, ils vont te coûter 4500$ aux 10-15 000 kilomètres. Et où ton économie, là? Ouais. C'est là que tu dis l'impact environnemental. L'impact environnemental n'a pas de bon sens. Pneus, ton camion va user le réseau routier rapidement, va s'user plus rapidement. Les suspensions, les pièces de frein, on me dit que c'est un véhicule électrique, les freins sont moins sollicités, oui, mais il faut que tu les entretiennes plus souvent. Puis tes pièces de direction, tout ça, ça va s'user plus rapidement. Fait que pour moi, le meilleur véhicule électrique qui soit, c'est le véhicule électrique le plus léger et le plus efficace au niveau du rendement énergétique. Et je suis obligé de t'admettre que, technologiquement parlant, une Tesla Model 3, c'est encore dur à battre. Est-ce que Tesla est maître dans l'art de fabriquer des voitures? Non. Parce que on a vu la qualité de ces autos-là quand ils sont arrivés sur le marché, tu sais, une Model 3 2018-19, là, avec la peinture qui partait au vent au bout de 6 mois, les panneaux de carrosserie qui n'étaient pas ajustés, hein, mais ils se sont améliorés quand même. Faut donner à César ce qui lui revient. Puis là, Tesla, si les ventes sont en chute libre, c'est pas en raison de la qualité des produits. C'est une question politique. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a bien des gens qui ne veulent plus être identifiés à l'homme, à Elon Musk. Mais le produit en tant que tel, c'est quand même pas si mal. Là, après ça, tu peux avoir des allégeances, aimer ou ne pas aimer, détester le design. C'est vrai que moi, je regarde un Model X, trouve ça laid mourir, on dirait un œuf, mais il en demeure pas moins que sur le plan technologique, ils sont dans le game, pas à peu près. Mais il y a après ça la question de la réparabilité, de la qualité à long terme, de la fiabilité à long terme, tout ça. Mais sur le plan uniquement du poids et du rendement énergétique et des performances que vont offrir et les moteurs et la batterie, c'est quand même pas vilain, là. Mets ça à côté d'un VinFast, qui pour moi est probablement le pire exemple parce que c'est un véritable plomb, là, ce véhicule-là. Ben, écoute, là, tu compares les deux et tu fais, OK, il y a 15 ans de différence de technologie. Il y a une autre affaire que je veux t'entendre parler, c'est que qu'est-ce qu'ils font avec les vieilles batteries? Tu sais, parce que j'avais déjà vu des reportages comme quoi qu'il y en a qui sont capables de les recycler quasiment à 100%. Ouais. Mais je pense pas que c'est à grandeur du Québec, là, ça. Ben, en tout cas, je vais te laisser y aller. Il y a une entreprise qui est... là, le nom m'échappe, là, mais il y a une entreprise qui est sur la voie de service de l'autoroute 30, dans le coin de Mont-Saint-Bruno. OK, je pensais que c'était Saint-Hyacinthe. Qui recycle des batteries, qui a des ententes avec certains constructeurs automobiles. Mais la vérité, là, c'est que c'est un sujet hyper tabou. Les centres de recyclage veulent pas toucher à ça. Il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi faire. Et, évidemment, se débarrasser de batteries, ben, ça vient parfois avec des frais. Alors, on va s'en débarrasser comme on le fait avec des pneus. C'est-à-dire pas toujours de la bonne façon. Puis évidemment que ça a un impact épouvantable. Moi, je te nommerai pas les centres de recyclage que j'ai vus, mais j'ai vu ça là, dans le fond des cours, des piles de batteries empilées une par-dessus l'autre, puis ça traîne dans le fond de la cour, puis j'ai quasiment envie de te dire que ça coule dans le sol. Là. C'est une image épouvantable. Là. C'est peut-être pas exactement ça, là, mais c'est pas recyclé dans les règles de l'art. Et c'est plate parce que effectivement, il y a quelque chose à faire avec ça. Ben oui. Mais tu sais, quand je te dis que on n'est pas rendu là, c'est dommage de constater que on a des véhicules technologiquement super impressionnants,
mais on ne sait pas comment les entretenir, les réparer, comment réduire les coûts de possession de ces véhicules-là, réduire les coûts de réparation et comment adéquatement les recycler après. Sur papier, là, tout est beau, tout existe, mais dans la réalité du marché automobile puis dans le cycle de vie d'un véhicule automobile, aujourd'hui, ça fonctionne pas encore. Ben c'est ça, je pense encore une fois, c'est ça, c'est qu'ils ont voulu y aller trop vite, tu sais, les puristes, comme tu les appelais tout à l'heure. Tu sais, on dirait qu'il y en a qui sont tellement vendus à l'idée que il faut se grouiller la planète et tout ça, mais ils prennent pas en compte tous ces effets-là. Qu'est-ce qu'on fait après, tu sais, une fois que la batterie est plus bonne? Honnêtement, tout ça, les plus intelligents puis les gens qui sont très sérieux, ils ont pensé à tout ça. Ben c'est pas de même que ça s'est fait. Ben là, non, parce que c'est une chose d'y penser, mais c'est une autre chose de tout mettre en application et de convaincre. Tu sais, combien il y en a des garagistes en ce moment qui sont à la croisée des chemins? Il y en a beaucoup, là. Des gars qui ont des garages depuis 40 ans, par exemple. Imaginez-vous ce que vous voulez, là. Jean-Guy, 64 ans, il a son garage depuis 40 ans, il a ses 4 portes, il a ses lifts, il fait des jobs de pneus, des transmissions, des moteurs, etc. Il a commencé à jouer sur quelques véhicules électriques, mais il se rend compte que c'est pas sa spécialisation. Puis là, il n'y a pas de relève. S'il y a des enfants qui sont pas intéressés dans le business, ben, il fait bon, ben, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Fait que je me casserai pas la tête avec la formation pour entretenir ces véhicules-là. Il me reste 1 an ou 2, puis après ça, je vais vendre ma business. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens... J'en connais un qui c'est ça. Ben, il y a beaucoup de gens qui se donneront pas la peine d'aller en formation pour passer à cette prochaine étape-là. Parce que ça va au-delà de la voiture électrique, là. C'est tout ce qui s'appelle les systèmes ADAS. Là, ça a changé complètement l'industrie automobile. Les systèmes ADAS, c'est système d'assistance de conduite semi-autonome, tout ce qui s'appelle système de caméra sur ton véhicule, donc, les capteurs, les sonars de recul, les régulateurs de vitesse intelligents, les caméras que tu as dans les pare-brises. Tu sais, aujourd'hui, remplacer un pare-brise, là, la vitre peut coûter 300$, mais ça va te coûter 1000$ pour réaligner tout le système après. Tu sais, tout ça, là, c'est de la technologie, de la formation, de l'innovation, qu'il y a bien des gens qui ne... Il y a bien des gens qui veulent pas toucher à ça, puis ils se donneront pas la peine. Alors, c'est un sérieux problème, puis c'est pour ça que je lève la main en disant, l'industrie automobile vous intéresse en ce moment, vous avez envie de plonger dans l'aventure, il y a de l'argent à faire, pas à peu près. Parce que ceux qui décident de se spécialiser, ils vont trouver un métier en or, puis ils vont avoir énormément de sous à faire. Parce qu'il y a des technologies qu'il va falloir réparer. Ça pourra pas durer. Là, on pourra pas scraper des véhicules aux 2 ans parce qu'il y a un pare-choc qui a été raflé. Là. Tu sais, je regarde des fois des reportages d'un gars qui s'appelle Guillaume André, qui est à Trois-Rivières, puis qui nous donne des exemples de véhicules qui ont été légèrement accidentés, pour arriver à la conclusion que, regardez, ici, on a un Kia V9 frôlé dans le devant, le véhicule est scrap, pourtant tu le regardes, puis c'est une égratignure. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en arrière de ce beau pare-choc-là? Il y a plein de capteurs arrachés, tous les systèmes sont défaits, faut recommencer à zéro, tu sais. Puis personne répare ça, quoi? Comment ça se fait que ça se peut pas? Pourquoi, tu sais? Comment ça se fait qu'une batterie de voiture, t'as 2 cellules de brûlé, puis le constructeur automobile, change la batterie? Ben non, change la cellule, reprogramme le tout. Comment ça se fait qu'un assureur, il y a un impact avec un véhicule électrique ordinaire, là, 8 000$ de dommages. Aujourd'hui, c'est pas long, là. Un phare, ça peut coûter 3 000 à 4 000, là. Fait que c'est pas long. 8 000$ de dommages sur ton auto. Ben comment ça se fait que l'assureur exige une vérification de la batterie alors qu'elle n'a pas été touchée? Alors, déprogramme le véhicule, descend la batterie, fait des tests, est bonne, OK, on la remet en place, on fixe ça là, on reprogramme la voiture. Ben juste ça, là, ça peut coûter 5 000$ en temps et en expertise. La batterie a rien. Pourquoi l'assureur l'exige? Ça fait juste augmenter les coûts de réparation à un niveau ridicule. Après ça, demande-toi pas pourquoi tes assurances coûtent plus cher. Mais c'est ça, la voiture électrique. On fait des tests au cas où parce qu'on sait pas trop. Ouais. Si tu savais, tu le ferais pas. Tu sais, c'est ça la vérité. Mais ça prend des gens qualifiés, capables de réparer ça efficacement et simplement et à moindre coût, comme on le fait avec des voitures à essence. Mais ça aurait pas été mieux, maintenant que, tu sais, c'est
les subventions données pour les consommateurs qui veulent acheter un véhicule électrique, au lieu de leur donner à eux autres, ça aurait pas été mieux maintenant d'essayer de voir plus ça en amont puis faire comme on va essayer de construire dès maintenant des usines qui vont récupérer ces batteries-là pour qu'on puisse les réusiner puis qu'il y ait un meilleur cycle de vie. C'est très logique ce que tu dis, mais je te ramène à ce que je te disais au début. Les gouvernements ont des mandats de 4 ans. Ouais. Ben, on va dire qu'un gouvernement compétent, tu sais, ouais. dans un monde idéal, qui ont de la vision. Là, permets-moi de te dire que, t'as des lunettes roses, là. T'as des lunettes roses. Mais tu sais, il n'y a pas juste ça. Il y a, oui, le cycle de vie du véhicule, puis on aurait dû prévoir mais on aurait aussi dû s'assurer d'être capable de tout entretenir ça adéquatement. Pourquoi on n'a pas donné des subventions à des jeunes qui veulent apprendre le métier? Ça, c'est logique. Ben aussi. Tu sais, le jeune qui veut aller faire un cours de mécanique puis qui veut s'hyper spécialiser puis devenir un expert de la voiture électrique, lui, donne-y une bourse de 25 000 $. Lui, il va en sauver des voitures sur la route. Puis lui, il va prolonger la vie de plein de véhicules électriques qui vont se retrouver à scrap au moindre impact ou au moindre problème parce que les gens savent pas comment les réparer. Ça, c'est logique. Mm-hmm. Mais donner 4 fois 12 000 $ à un gars qui fait 250 000 $ par année pour qu'il s'achète un char électrique puis qu'il leur flippe après, ça, c'est cave, pas à peu près. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'on a fait au Québec. On va changer de sujet, on va rester quand même un peu dans le domaine, mais c'est parce que le temps y avance, puis je veux qu'on en parle. SACCLIC, tu sais, SACCLIC, le fiasco de SACCLIC, tu sais, là, ça fait énormément parler là, en ce moment. Tu sais, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça, ou c'est quand même compliqué les technicalités, tout ça. Tu veux-tu expliquer, résumer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec SACCLIC? Je vais être bien honnête avec toi. Il y a au micro d'Isabelle Maréchal, j'ai beaucoup de plaisir à faire des chroniques avec elle d'ailleurs sur Cube. Là. Au micro d'Isabelle Maréchal, il y a presque 1 an, quand on a commencé à voir le bordel que c'était, là, avant même de penser à une commission. Bien avant ça, là, avant même de savoir combien ça avait coûté. On le constatait dès le premier jour que ça marchait pas, que c'était le bordel, que... Tu sais, moi, j'ai des amis dans des concessionnaires, ils m'appelaient, là, « Hey Antoine, je peux même pas me loguer, je suis pas capable de vendre une voiture. J'ai un client avant de moi, je suis le 30 du mois, faut que je close mon deal aujourd'hui, je suis pas capable de le vendre. » Ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne. Déjà là, on commençait à voir qu'il n'y a rien qui fonctionnait, que ça avait été un bordel monumental. Puis à partir du moment où il y a des chiffres qui sont sortis, ben tout de suite, tu sais, moi, la conclusion que j'ai faite, mais il y en a qui se sont graissés à la patte en tabarouette. Puis là, on l'a, la preuve là, que c'est arrivé. Là. Puis sais-tu quoi? On est en train de dépenser je ne sais pas combien de dizaines de millions pour une commission qui va donner quoi comme résultat? Ah, c'est dommage, les gars. Recommencez pas, s'il vous plaît. Mm-hmm. Lui, on va lui faire perdre sa job, on va lui donner un salaire pareil, là, mais on va le renvoyer. Ouais, c'est ça, tu sais, il n'y en a pas de conséquences. Mais tu veux-tu expliquer qu'est-ce qu'on sait, justement, pour ceux qui ne le savent pas? Ben, on sait qu'il y a eu des dépassements de coûts, qu'il y a eu de l'aveuglement volontaire, qu'on a confié des mandats à des gens totalement incompétents qui savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'il y a eu du conflit d'intérêts massif et que il y a eu du graissage de pattes là. Mais là, c'est de faire la preuve de ça. Appel d'offres truqués aussi. Ben oui. Mais tu sais, même si on fait la preuve de ça, est-ce qu'il y a des gens qui vont en subir les conséquences? Tu sais, l'imputabilité, c'est le gros problème là-dedans. Moi, je l'ai dit au micro d'Isabelle Maréchal, il y a plusieurs mois, ça mérite la prison. Ouais. Ce que j'avais dit, c'est le plus gros scandale financier du Québec, là, c'est Norbourg, en 93, 14, je me souviens pas de la date. Et Vincent Lacroix a fait 7 ans de prison pour un scandale financier qui ne représentait pas 10% de ce que le site SACCLIC a coûté. Ben lui, il est allé en prison pendant 7 ans. On l'a mis partout dans les médias. On a scrappé sa réputation avec raison, là. C'est correct. Il méritait ce qui y est arrivé. Mm-hmm. Mais pourquoi Carl Malenfant subirait pas le même sort? Pourquoi tous ceux qui ont fermé les yeux, puis j'inclus là-dedans Geneviève Guilbeault, qui est bien bonne sur les réseaux sociaux pour faire des belles parades, puis faire comme si elle était très proche de sa communauté,
mais responsable en partie de ce qui est arrivé, à mon avis. Quand je regarde tout ce portrait-là, là, l'incompétence, l'aveuglement volontaire et le fait qu'elle n'ait pas mis son poing sur la table, ça a eu des conséquences financières catastrophiques. 1,1 milliard de dollars, réalises-tu? Pour un site Internet. Web. C'est un site web. Ça, c'est qu'est-ce qu'on sait, là? Ah, c'est ça, exactement. Tu sais, ça dépasse l'imagination. Tu sais, on est en train de travailler sur un nouveau site web là, avec des collaborateurs. Là. Puis, pour vrai, je vois la complexité d'un site web qu'on souhaite faire, puis ça peut coûter 50, 60, 70 000 $. Je comprends qu'il y a un haut niveau de sécurité. Je comprends que on a voulu prendre avantage en allant chercher des informations des individus. Tu sais, je veux dire, tu veux te loguer sur SACLIC aujourd'hui, ça prend ta ligne 199 de ton rapport d'impôt, ton numéro d'assurance sociale, ton ci, ton ça. On veut tout savoir sur toi, puis on te permettra pas d'oublier une seule information. Autrement dit, là, quand tu te logues là-dessus, tu te mets à nu. Tu comprends-tu? Ouais. Aujourd'hui, on a voulu faire ça pour justement essayer de contrôler puis aller chercher davantage de sous de la part des contribuables. Je sais pas, tu sais, bon. Il y a des bonnes idées dans l'idée de base, mais le fonctionnement aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tu sais, moi, en tant qu'individu, je suis capable de me loguer sur SACLIC, je suis capable de déremiser mes véhicules. Il y a eu des bugs au début, à plusieurs reprises, et j'en ai même fait mention au porte-parole de la SAC. Moi, j'ai quelques voitures de collection, puis quand je les remises à l'automne, je suis supposé recevoir un crédit de plaque par la poste. 2 ans d'affilée, je ne l'ai jamais reçu. Puis je suis arrivé là, au printemps prochain à la SAC pour aller réimmatriculer ces véhicules-là. Puis là, on me dit, tu as 1100 $ de crédit dans le système. Je dis, comment ça se fait que vous m'avez pas envoyé un chèque? Comment ça se fait que j'ai pas reçu mon chèque? Moi, j'ai remisé des véhicules au mois de novembre. Là, on est au mois d'avril. Vous me devez 1100 $, vous l'avez gardé pendant 5 mois. Si la SAC a fait ça avec tous ceux qui ont un crédit de plaque, imagines-tu les intérêts qui se sont mis dans les poches au détriment des Québécois? C'est un exemple, là. Alors, l'impact est gigantesque. Puis là, on n'avait pas de réponse à me donner. Ah, c'est une erreur administrative. Ben oui. Voir que l'erreur administrative, elle se serait passée de l'autre côté. Tu as nommé quelqu'un, Carl Malenfant. Puis moi, c'est drôle, je savais pas ça. Lui, avant, il était à Hydro-Québec. Ouais. Puis il avait chié à Hydro-Québec. Puis là, ils ont décidé d'y laisser une deuxième chance. Puis l'emmener à... Il savait déjà qu'il était incompétent, ce gars-là. J'ai rien à te dire là-dessus. Honnêtement, son historique à lui m'intéresse pas. Ce que je constate, c'est qu'il a littéralement fourré 8 millions de Québécois avec ses magouilles. Puis, pour moi, c'est un gars qui mérite la prison. Moi, c'est ma constatation personnelle. Évidemment que je ne peux pas le condamner personnellement, mais je suis d'avis que ce gars-là mérite le même sort qu'un gars comme Vincent Lacroix. Regarde le résultat. Qu'est-ce qu'on sait qu'il a fait exactement, lui? Là, les grandes lignes, là, ouais. Je peux pas te donner les détails, honnêtement. Mais, tu sais, son nom revient tout le temps. Ça a été des pots de vin, évidemment, du conflit d'intérêts gros comme le bras, du favoritisme au niveau de donner des contrats, de l'approbation de factures gonflées comme ça n'a aucun sens. Viens me dire que c'est pas revenu par en arrière. Viens me faire croire que si quelque chose vaut 1000 $, puis que tu autorises une facture à 20 000, ben tu diras pas à ce gars-là, garde, charge-moi 20 000, mais redonne-moi en 5 en arrière. Tu sais, on peut se poser toutes ces questions-là, on les a pas, les preuves, là, mais bon, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que moi, je parlais avec un de mes chums, puis il disait qu'il faut qu'il y ait des organismes d'imputabilité, là, tu sais, au Québec. Puis là, quand il avait dit ça, il y en a qui m'ont dit, oui, ça existe déjà, c'est le vérificateur général du Québec. Ouais, mais moi, on dirait qu'il en faudrait plein dans tout qu'est-ce qu'il y a des organismes gouvernementaux, comme on va dire SAC, où ce que un Carl Malenfant ne peut pas agir comme qu'il veut. Il faut que, s'il veut sortir la moindre pièce, la moindre pièce, ben, il faut qu'il aille voir cet organisme-là, je sais pas. Il faut qu'il rende des comptes.
sais, il faut que ça rende des comptes à un moment donné, là, tu sais. Je sais pas, mettre du sable un peu plus dans la machine parce que on se fait crosser ben raide. Puis ce gars-là, comment il a pu agir de même? Puis genre, il a eu le temps de faire toute sa crise de crosse pour qu'une fois terminé, on s'en rend compte. Tu sais, il est trop tard quasiment. Après, il est trop tard. Il faut qu'il puisse se faire arrêter en plein processus. Puis moi, c'est ça que j'essaie de dire avec mes mots, là, tu sais. Oui, mais tu sais, moi il y a quelques semaines, là, quand on a vu le festival du Je m'en souviens plus, là. Ouais. Tu sais, Québec, je me souviens plus, là, la plaque d'immatriculation, là, c'était ça, là. Ah. Geneviève Guilbeault, même évidemment, François... Bonnardel? François Bonnardel, mais évidemment, le premier ministre aussi. Legault, pardon. On n'avait pas de réponse à donner. Ouais, non, là, c'est loin, faudrait que je regarde. Tu sais, il y a eu quelques lignes, là. Le fameux courriel que Geneviève Guilbeault a envoyé pour dire qu'elle était fâchée. Ouais. Oh non. Mais, je veux dire, j'ai pas suivi chaque élément parce que, pour être honnête, et je m'excuse d'être pessimiste, mais je le sais qu'en bout de ligne, il se passera rien. La conclusion de tout ça, c'est, ben oui, on s'est fait avoir et malheureusement, l'incompétence n'est pas punie. Est-ce qu'il faudrait donner, dans le fond, des pouvoirs législatifs au commissaire? Tu sais, parce que dans le fond, lui, il donne son rapport, puis là, c'est au gouvernement qui va l'appliquer, tu sais. Est-ce qu'il applique telle affaire ou non? Mais il faudrait... Moi, j'ai l'impression que oui, rendu là. Moi, la question, c'est, il est où cet argent-là? Qui l'a présentement? Qui a été payé comme ça? Parce que, I'm sorry, là, mais les 8 millions de Québécois qui ont payé, tu sais, j'avais fait le calcul, là, par tête de pipe, c'est genre 145$ par personne que ça a coûté. Mm-hmm. Autant l'homme qui est sur son lit de mort que le bébé qui est en train de naître, là. Ouais, c'est ça. C'est chaque personne, pas quelqu'un qui a un permis de conduire, là. Ouais. Chaque personne au Québec a payé 145$ pour un système qui marche tout croche. Et puis ça, leur incompétence, là, ils vont nous la recharger. Parce qu'il va falloir qu'ils nous la repassent, cette affaire-là, pour renflouer leur coffre. C'est là que je te dis, attention, parce que est-ce que c'est vraiment uniquement de l'incompétence ou est-ce que c'est pas aussi justement des tours de passe-passe? Parce que il y a des gars qui ont été wise là-dedans, là. Cet argent-là, il est allé dans les poches de certaines personnes. Il n'est pas disparu. Alors, il y a des personnes qui aujourd'hui en profitent grassement. Et moi, c'est ces personnes-là que j'aimerais voir revenir et nous dire, ouais, ben moi, j'ai ce montant-là que j'ai obtenu grâce à SACLIC et je pense que le gouvernement devrait avoir un mot à dire pour récupérer les sommes dues, considérant qu'on n'a pas le service, puis considérant qu'on sait maintenant qu'on s'est fait avoir puis que ça valait pas ça. Tu sais, faut récupérer quelque chose quelque part. La même affaire avec Nordvolt. Tu sais, je veux dire, fallait être sans dessin pas à peu près pour penser qu'on allait récupérer 700 millions. 6 mois après qu'on ait annoncé une faillite de compagnie, là, oui, on récupère un 200 millions qui est la valeur du terrain. Bon. Mais l'autre 500 millions est parti en fumée. Moi, j'en reviens pas, tu sais, je repense quasiment sans cesse à la phrase de Legault qui disait « On est chanceux de l'avoir, Fitzgibbon. On est chanceux d'avoir cet homme-là en politique. » Quasiment tout ce qui a touché, tout est un échec. Tu sais, le panier bleu, Nordvolt, Lion électrique, le Taiga, asti, nomme-les, le tabarnak. Hey, Lion électrique, là, écoute, la quantité de gens qui m'ont écrit dans ma boîte de messages, de gars qui ont travaillé là, des gars qui livraient des pièces à l'usine, des gens qui étaient à l'inspection, puis qui se faisaient dire, ça, regarde pas. Puis là, il manquait une pièce sur l'autobus, ben va chercher dans celui, va chercher cette pièce-là dans le cours sur un autre qui l'a, on va la mettre dessus pour pouvoir la livrer, mais l'autre qui l'a, il l'a pas la pièce. Puis là, écoute, là, quand tu dis tu t'assois dans un autobus, tu vois le jour, puis tu le livres de même au client, là. Pas des farces. Fait que ça bien pogner en feu. Ça dépasse de beaucoup la technologie électrique, là. Ouais. C'est juste une cochonnerie mal fabriquée, mal assemblée. Ah, c'est épouvantable. T'sais. Puis en plus, le pire, c'est que, en tout cas, moi, je crois en nos compétences au Québec. T'sais, on aurait pu même être un exemple de comment ça fonctionne, l'énergie électrique. C'est un autre scandale épouvantable sur l'histoire des autobus scolaires, parce que, bon, les gens le savent peut-être pas, mais on a interdit la vente d'autobus à essence ou au propane au profit de la vente de véhicules électriques pour
pour permettre à Lyon de vendre ses autobus électriques. Les favoriser. Tu sais, mais t'as un autobus qui coûte, mettons, je te fais des gros chiffrons, là. L'autobus de Lyon coûte 325 000, puis l'autobus Bluebird à essence ou au propane coûte 125. Ben, pas besoin de te dire que l'investissement n'est pas le même de la part des entreprises. Et après ça, il faut que tu les entretiennes. T'as pas de service après-vente, t'as pas de service à la clientèle. On a des problèmes de chauffage dans les autobus. C'est souvent brisé. On se rend compte qu'on livre pas à marchandises. Mais là, tu as interdit la vente d'autobus à essence. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, mes autobus électriques vont tout croche. Ça fait pas un job. Fait qu'on va prendre nos vieux autobus à gaz puis on va les entretenir plus longtemps. Donc, le parc d'autobus scolaires au Québec a vieilli drastiquement et on s'est rendu compte à un certain moment donné que ça n'avait plus d'allure. Alors, on est revenu avec la possibilité de vendre des autobus à essence ou au propane. Mais pendant un certain temps, on a politiquement poussé la vente des autobus Lyon avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Une autre histoire à succès. Mais oui. Ça, on en revient avec ça clique. Ouais, c'est ça. Les fonctionnaires, ils ont-tu trop de pouvoir, tu sais? Est-ce qu'ils ont trop... Ils mènent trop la barque? Puis dans le fond, je sais pas, les politiciens, ils regardent pas ça, ils laissent ça aller. Tu sais, j'ai pas les compétences et l'expertise pour pouvoir répondre à une question comme ça. Mais ma perception personnelle, c'est qu'à partir du moment où t'as pas d'intérêt t'as pas d'intérêt personnel dans ce qui est en train de se passer. Tu sais, si ça avait été une entreprise privée, là, s'il y avait de la privatisation à plusieurs endroits, est-ce qu'on paierait aussi cher? Est-ce qu'on aurait un service aussi exécrable? Je suis persuadé que la réponse, c'est non. Tu peux regarder ça de toutes les façons, que ce soit en santé, au niveau de la SAC, et là je parle de la Société des alcools du Québec, au niveau de peu importe c'est quoi, si on était dans un monde où il y avait de la privatisation, je suis certain que ça coûterait moins cher, qu'il y aurait de la concurrence et qu'on aurait de meilleurs services. Ce que tu expliques là, ben tu sais, pour moi, là, un fonctionnaire qui rentre à la job, qui sait ça va être quoi son fonds de pension, qui fait le 7h.5 par jour sans donner un effort supplémentaire, tu sais, on peut pas parler d'une culture d'entreprise, mais on peut parler d'une culture d'emploi ou de façon de faire qui règne au gouvernement, et ça me semble être ce que j'appelle la LME, la loi du moindre effort. Le minimum required. Ouais, c'est plate, mais c'est comme ça. C'est un peu ça quand tu as l'argent de tout le monde. Puis en plus, t'es dépassé par tout ce qui se passe, tu comprends pas. Fait que, il y en a combien des gens, tu sais, en éducation, c'est la même affaire. C'est pas parce qu'individuellement, les professeurs ont pas de bonnes intentions, c'est parce que la machine fonctionne pas. Tu sais, c'est vrai dans tellement de domaines que ma constatation personnelle, elle est là. La privatisation de plusieurs facteurs ou donner le mandat à des firmes privées pour des éléments spécifiques, ça pourrait être une meilleure solution. Ben, gars, ça m'amène à parler du dernier sujet, du dernier volet que tu avais parlé dans une chronique avec Benoît Dutrisac à Cube. Si tu parlais un peu, entre autres, une réforme de la SAC, tu sais. Puis là, tu parles de privatisation. Moi, je te pose la question, est-ce que ça serait pas mieux de privatiser la SAC, tu sais, qu'il y a un système qui est pour le privé? Ben, en fait, pas de privatiser. Tu peux pas privatiser ça complètement, c'est sûr. Mais tu peux donner des mandats. Puis, tu sais, ne serait-ce qu'en matière de service à la clientèle, parce à la base, là, c'est supposé être un service aux citoyens. Ça, on l'a complètement oublié. Jamais on a entendu, dans tout ce fiasco de bordel-là, et dans toute la commission, le fait que ça devait d'abord être, et avant tout, être un service aux citoyens. Après ça, il y a des fonds qui sont collectés pour payer, etc., etc. Mais tu sais, moi, je suis d'abord d'avis que le no-fault qu'on a au Québec, qui n'existe pas nulle part ailleurs,
on devrait éliminer ça. On n'a plus les moyens d'avoir ça. L'abolition. Tu sais, ça veut dire, si t'as un accident, ben, la SAC, il te paye à vie parce que t'es... Ben, tu sais, il y en a combien des cas, là, qui sont ridicules, là. Écoute, j'en connais personnellement des gens qui ont profité allègrement du système, un petit accident, une niaiserie, puis tu sais, tu vas recevoir 500 000 dans ta vie parce que tu t'es accroché alors que tu étais sur une voie publique. Bon, il y a des gens à qui ça a servi, puis bien sûr, mais en même temps, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Mais ça l'empêche aussi à la personne qui a subi cet accident-là d'aller actionner l'autre personne. Ouais, tu peux un pas autre faire... système. Tu sais, ça fait chier aussi. Là, c'est un autre système. Mais en même temps, la SAC, c'est pas... je veux dire, si on décide que ça s'applique pas, ça s'applique pas. Puis tu peux quand même pas poursuivre. Tu sais, je veux dire, il y a puis je regarde en Ontario, ben, tu sais, en Ontario, en ce moment, pour immatriculer un véhicule, ça coûte 0 $. Ben, pas 465. Hey, c'est fou. Là, après ça, tu vas me dire, ça les assurances... Là, tu vas me dire, les assurances sont plus chères. Sont un peu plus chères, mais l'écart se resserre énormément. Parce que le coût des assurances automobiles au Québec a explosé. Alors, c'est vrai qu'il y a 6-7 ans, tu pouvais avoir des primes du simple au double Québec versus Ontario. Là, c'est plus ça, là. Là, c'est plus ça. Fait que, je pense qu'il faut avoir un regard là-dessus, puis se demander si on a encore les moyens de conserver ça, parce que, évidemment, comme dans n'importe quoi, il y a de l'abus. Alors, moi, je suis d'avis que ça devrait être mis de côté, ou du moins, ça devrait être évalué et étudié, parce que je pense qu'il y a énormément de fonds qui sont gaspillés là-dedans. Ben Après ça... Tu sais, tu parles pas, non, juste avec que tu changes... tu sais, moi, je viens de Gatineau. Ouais. Puis à Gatineau, il y a un très gros problème de personnes qui matriculent leur char en Ontario. Ouais. Puis, mais ils vivent au Québec, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait qu'ils payent pas leur part pour entretenir les routes à Gatineau. Tu sais, ça en est un problème. Ouais. Mais, tu sais, quelle portion de ces fonds-là vont vraiment pour... Tu sais, on peut se demander aussi, on devrait, en toute transparence, pouvoir comprendre comment est dépensé chaque dollar qu'on va donner à la SAC. Ouais. Ce qu'on sait pas. On n'a aucune idée. Tu sais, évidemment, on peut pas demander des comptes à tout le monde tout le temps. Mais dans le contexte actuel où on se rend compte qu'il n'y a rien qui marche, moi, j'ai envie de lever la main et de dire, hey, comme ça marche dans une entreprise privée, si tu arrives et tu es en équité négative à la fin de l'année, ben, il va y avoir des réunions, puis on va se poser des questions, puis on va montrer le bilan. Mais pourquoi on fait pas la même chose? Sur les états de compte. Là, ben, c'est le bordel en ce moment. On fait juste en rajouter davantage. On va truquer des votations, des systèmes de votation. Par exemple, il y a à peu près, il y a 48 territoires dans le Grand Montréal métropolitain qui ont dû voter pour la taxe sur la taxe sur le transport en commun de 150$ qui a été ajoutée. Ben, de ces 48 territoires-là, t'en as quelque chose comme 28 qui sont à Montréal. Et en partant, on sait que la mairesse a dit oui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? T'sais, c'est truqué d'avance. Quand ben même que Laval puis Longueuil voteraient contre, c'est pas grave. Si Montréal a dit oui, ça passe puis c'est fini. Fait que tu sais, ça marche pas. Mais c'est sûr que l'objectif de la mairesse de vider l'île d'automobiles est pas le même que le maire de Saint-Jérôme ou de Blainville Brossard. ou de Chambly, tu sais. Ouais. C'est pas la même affaire. Puis la réalité, c'est que, tu sais, moi, j'ai une fille, je demeure à Blainville, ma fille allait au cégep Saint-Laurent l'année passée. Là, tu dis, c'est 26 kilomètres aller au cégep Saint-Laurent. Mais en transport en commun, c'est 2h30. Viens m'expliquer que c'est justifiable, ça. Ouais. Alright, tu sais, le temps, mais Chris, c'est-tu sécuritaire? Tu sais, c'est un autre esti d'affaires. Ben, tu sais, en fait, l'aspect sécurité, il se trouve aussi dans les pannes multiples, puis dans le non-fonctionnement. Hey, un REM qui marche pas pendant 6 mois, 6 semaines durant l'été, ça va être quoi cet hiver?
Ben, il y a plein de pannes. Tu sais, la quantité de gens qui font, tu sais, là, on tombe dans un autre, tu sais, tu vas dire que, oui, je suis déjà vendu à l'automobile, puis bon. Le transport en commun, là, honnêtement, là, j'y crois énormément, mais j'y crois pas chez nous. Parce que je suis allé dans d'autres villes, puis il y a des endroits où ça fait partie de la culture, puis c'est valorisé, puis c'est encouragé. Ici, là, c'est de moins en moins ça. C'est qu'on dirait que tu te peintures... C'était plus efficace il y a 20 ans, prendre le métro à Montréal, que ça l'est aujourd'hui. Mm-hmm. D'abord, c'était plus fiable. T'avais toutes les couches de la société qui prenaient le métro. Là, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est de moins en moins ça, que c'est de moins en moins sécuritaire, que ça tombe de plus en plus souvent en panne. Puis encore, le métro, c'est probablement le système de transport commun le plus fiable à Montréal, parce que les lignes d'autobus, ben, les autobus, ils dealent avec le réseau routier qu'on a. Le REM, on sait ce que ça donne. Les retards se cumulent un après l'autre, ça n'a pas de sens. Puis là, ben, t'as les grèves X, Y, Z qui arrêtent. Tu sais... Il n'y a rien pour aider, hein. Il y a des fois que j'ai pas le choix d'y aller à Montréal, il faut que je vive avec, puis bon, ben c'est correct. Parce que c'est pas ma ville, je suis pas un gars de ville, j'ai honte à ma métropole, parce que j'en vois des villes dans le monde, je voyage énormément. Notre aéroport, c'est le plus dégueulasse de tout ce que j'ai vu dans toutes les grandes villes nord-américaines et européennes. J'ai pas vu un aéroport dans une ville aussi gênant que le nôtre. À tous les niveaux. Efficacité, rendement, employé. Comment ça se fait que tu arrives à Dorval puis que tu as l'impression d'être aux Nations Unies puis qu'il n'y a personne qui te parle français? Personne, là. Les employés, là. Comment ça se fait? Ça n'a pas de sens. Là, t'as un stationnement en décomposition avec des prix qui explosent tout le temps. On change la configuration à tout bout de champ. Esthétiquement, ça n'a pas de bon sens. Les systèmes plantent aux douanes, tu sais, nomme-les. Là, tu sais, on sort énormément du cadre automobile, là, mais je te parle en connaissance de cause. J'étais à l'aéroport de Dorval aux 2 semaines. Puis, j'en vois des aéroports d'une année, là, énormément. Là. C'est vraiment gênant. Puis le REM est supposé se rendre là. L'objectif ultime, c'est ça. J'ai bien hâte de voir le jour où je vais être capable de prendre le REM, débarquer à Dorval, puis que ce soit fluide, efficace, simple. Puis on parle même pas des coûts d'utilisation, tu sais, parce que ça va coûter pas mal plus cher que de prendre le métro, là, utiliser ça pour se rendre à Dorval, forcément. Là. Ouais. C'est pour ça que la taxe du transport en commun, tu l'enlèverais? En fait, tu peux pas tout donner aux automobilistes. Pourquoi c'est juste à l'automobiliste de payer? Pourquoi c'est tout le temps l'automobiliste l'ennemi à abattre? L'automobiliste au Québec, c'est comme un fumeur. C'est vraiment rendu ça. Puis on va pardonner si t'as une plaque verte. Mais si t'as un char à gaz, là, on va te travailler ça comme du monde. C'est ça qui a pas d'allure. Puis tu sais, je sors, je vais dans les autres provinces, je vais aux États-Unis. Il n'a pas cette pression-là. La culture automobile. Puis c'est drôle, parce qu'en plus, il y a une espèce de contradiction dans le fait que les Québécois sont quand même, et je parle en connaissance de cause, beaucoup plus passionnés par l'automobile que le reste des Canadiens anglais, de façon générale. Il y a une culture automobile qui est quand même forte au Québec, qui est distincte, comme notre culture est distincte, mais elle est zéro encouragée. On ferme les pistes de course une après l'autre. On chiale à chaque fois qu'il y a un grand prix. Il y a tout le temps des gens qui se plaignent. Il y a des manifs. C'est nomme-les, là. C'est un après l'autre. Là, le propriétaire du circuit de Saner à Sainte-Pie est décédé récemment, Jacques Guertin, que je salue. Qu'est-ce qui va arriver de cette piste de course-là? On a fermé Saint-Eustache. Mont-Tremblant, qui est une des plus belles pistes au Canada, s'est rendu privé. On peut plus l'utiliser parce que tu fais trop de bruit. Il y a des gens qui sont allés se bâtir il y a 3 ans à côté de la piste qui vont se plaindre. La piste est là depuis les années 70. Tu sais, c'est tout le temps ça. Et on fait tout pour étouffer, alors que votant dans l'État de New York, en Ontario, là où il y en a des circuits, c'est encouragé, ça fait partie de la culture locale. Une ville va vivre au pouls de sa piste de course. Et pourtant, il y a moins de culture automobile dans ces endroits-là, mais on est conscient de l'impact
financier, mais aussi de ce que ça apporte que d'avoir un circuit ou d'avoir ces avantages-là. Mais ici, non, il faut tout le temps tout décourager. C'est comme si c'était mal vu. Tu sais, écoute, un gars qui voudrait ouvrir une piste de course au Québec aujourd'hui, en 2025, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est même pensable de le faire? Tu sais, mettons que demain matin, là, j'ai le portefeuille à Luc Poirier, puis que j'ai envie de me construire une piste de course pour essayer mes 40 Ferrari, loin des regards indiscrets, dans un endroit où je dérangerais personne. Est-ce que je pourrais seulement avoir les permis? La réponse, c'est probablement non. C'est impensable. Mais pourtant, ça serait quelque chose d'encouragé ailleurs, mais pas chez nous. Tu sais? Fait que, écoute, on a même tenté d'avoir un grand prix de la Formule E, la formule électrique. Avec Coder, ça, avec Coder. Ça a coûté sa job, là, parce que ça avait été mal fait. Puis effectivement, on a montré des mauvais chiffres. Puis bon. Mais tu sais, on a tout fait là, pour eux. Puis le Grand Prix du Canada, on a maintenant un site qui est rendu désuet. Et je pense que c'est une traite. Le Grand Prix du Canada, les gens ne le réalisent pas, mais ça a permis à plusieurs dizaines de milliers de personnes de découvrir la ville de Montréal. Parce que sans cet événement-là, il y a des gens qui ne seraient pas venus, qui n'auraient pas dépensé dans nos hôtels, nos restaurants, nos ci, nos ça. Tu sais, bon, ça c'est l'aspect financier, mais au-delà de ça, c'est de faire découvrir la ville. Elle est gênante, comme je le disais en ce moment, c'est un champ de mine, là. Mais il fut une époque, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'appréciais particulièrement le centre-ville de Montréal et le Vieux-Port. Je me disais, bon, c'est beau, on prend soin de tout ça. Alors que je regardais Toronto et je trouvais ça laid de mourir. Là, j'ai envie de te dire que c'est le contraire. C'est pas parfait. Montréal n'est pas rendu une catastrophe ambulante puis Toronto est la plus belle ville au monde. Non, non, on n'est pas là, là. Mais est en déclin, par exemple. Mais Montréal est en sérieux déclin. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas de direction. Il y a des embûches partout. Puis Toronto, ben ça s'améliore. Il y a des attractions nouvelles. Il y a des quartiers. Il y a des communautés. Il y a quelque chose qui se passe, là. Bon, là, tu vas me dire, ça se développe beaucoup en périphérie de cette ville-là, c'est vrai. Mais non, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe à Montréal, là, parce que on a beau vouloir développer un réseau de transport en commun efficace, on ne semble pas comprendre comment exploiter ça. Puis évidemment que j'ai pas la réponse, mais écoute, là, tu vas en Europe, ça coûte rien, t'embarques là-dedans, ça fonctionne, ça t'amène à bon point, tu t'es même pas posé la question. Aujourd'hui, tu utilises les transports en commun, que tu sois Laval, Montréal, Longueuil, nanana, tu as toujours une certaine crainte. OK, ça va-tu marcher? Je vais-tu avoir une embûche? Ça va-tu être fiable? Va-tu avoir un bug? Je vais-tu être en sécurité? C'est pas normal. Il y a des villes qui sont encore pires, là. Los Angeles, le transport en commun, parle-en même pas, c'est comme si ça n'existait pas. C'est une catastrophe. Mais tu veux pas te rendre là, là. Ouais, c'est ça. Pouvons-nous nous arranger pour pas se rendre là, hein? Tu sais. Là, c'est ça, le temps, on a quasiment fini. Fait qu'il y avait un dernier point aussi que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est de te parler que déjà, taxer un véhicule usagé est déjà un vol. Ben, écoute, ça... C'est vrai, on dirait qu'il a fallu que je t'entende de dire, Chris, il a raison, tabarnak. Mettons, là, que... Tu sais, n'importe quoi que tu vas magasiner sur Kijiji demain matin ou sur Marketplace. On va dire une belle cafetière. Une belle cafetière Bellucci d'occasion. Ouais. As-tu payé une taxe dessus? Ben non. Ben non, mais OK, là, tu vas me dire, c'est un petit objet. Non. Bon, parfait. Tu t'achètes un cabanon. Tu t'achètes une chaloupe. Tu t'achètes n'importe quoi, usagé. Pourquoi tu repayerais une taxe dessus? Non, pas. Les voitures, 2, 3, 4 fois, chaque fois que ça change de main. Que ce soit évidemment que si ça vient des commerces, là, tu comprends. Mais si ça vient d'un particulier, pourquoi tu aurais une taxe à payer? C'est ça, ça n'a pas rapport. Pourquoi tu aurais une taxe à payer? Une maison. T'achètes une maison neuve, il y a une taxe dessus. T'achètes une maison usagée, payes-tu une taxe? Ben non. Alors pourquoi tu payes une taxe sur une voiture d'occasion? Puis 2, puis 3, puis 4, puis là, attends un peu. Là, j'ai envie de t'amener dans une autre affaire de la SAC qui n'a pas d'allure. La SAC a décidé d'établir des valeurs pour les véhicules d'occasion.
Alors, tu as un Ford Edge 2017, tu as payé le véhicule, je sais pas moi, 16 000 $. Au livre, il vaut 21, ben tu vas payer la taxe sur 21. Mais la SAC l'a pas vu, le véhicule. Mhm. Elle n'est pas capable de savoir qu'il y a une égratignure, qu'il y a plus de rouille ou qu'il y a plus de kilométrage, peu Un importe. job à faire. Tu sais, bon. Mais ce qu'on s'est rendu compte beaucoup, là, d'abord, depuis le 1er janvier 25, on évalue les véhicules qui ont 14 ans et moins. Donc, on va chercher davantage de taxes sur des véhicules. Au lieu de 10. Au lieu de 10. Fait qu'on va chercher des taxes sur des véhicules qui ont 14 ans et moins. Ça veut dire que tu t'achètes demain matin une Nissan Versa 2012 à 3300 $. Ça se peut que dans le livre, elle vaille 4500. Ben, on va aller t'en chercher un peu plus. Encore une fois, cette voiture-là a eu 4 propriétaires. Il y a 4 fois de la taxe qui a été payée dessus. On va en rechercher encore plus parce qu'on peut, parce qu'on a faim. Parce qu'il faut surtout payer pour ce 1,1 milliard de $-là. C'est fou toute la... Je trouve ça dégueulasse. Ah ouais, hey man, à quel point est-ce qu'il ambitionne, est-ce qu'il abuse? Si c'est vendu par un commerçant, fine. C'est un commerçant, il y a des taxes à payer. Mais si c'est vendu par un individu, c'est aucunement justifiable. Ça n'a aucun sens. Mais évidemment, à partir du moment où on a décidé qu'il y a des taxes qui s'appliquaient sur un véhicule d'occasion, ben pendant longtemps, il y a des gens qui ont dit, ben moi, j'ai payé ce char-là 100 $, puis là, ben, tu passais l'auto à 100 $, tu payais 7 $ de taxes, tu sais. Mais là, c'est pour ça qu'on a étiré ça à 14 ans, parce que on se rendait compte à la SAC qu'il y a bien des gens qui achetaient une auto qui avait 12 ans, puis ils disaient, je l'ai payé 500, alors que l'auto valait 4000, je sais pas. Puis les gens réussissaient à s'en sortir un peu comme ça. Ben, Chris, puis bon pour eux autres. Il y a bien des gens, attends un peu, il y a des gens qui ont passé des voitures à prix plus bas comme ça, ils se sont fait enquêter, puis ils se sont fait retaxer des montants par la suite. Mais tu sais, un gars, là, puis là, je pense à un type que j'ai connu qui avait acheté une vieille Porsche 944 à un moment donné, puis qui avait passé l'auto à 1000 $. Là, probablement que le fonctionnaire a une Porsche à 1000 $, ça se peut pas. Il est allé voir combien ça vaut une Porsche 944. Il a demandé une évaluation de la voiture, puis finalement, ben l'auto valait 11 000 $, puis le gars, il a dû payer les taxes sur 11 000. Mais ça a coûté en temps d'homme, enquêter pour aller chercher un montant comme ça, puis multiplier le nombre. Tu sais, c'est ça. Les mathématiques sont jamais calculées. Mais encore une fois, c'est taxé. Tout le temps. C'est comme si on pouvait pas avoir un répit. Ça existe pas, on peut pas avoir un répit en quelque part. Non, tu peux pas. Même si tu trouves une petite faille, nous, le petit consommateur, petit citoyen, tabarnak, au lieu qu'ils se calissent la tête, man, allez donc réfléchir à comment bien installer un bon circuit électrique tout partout. Non. Ça, là, avoir de la vision, c'est trop leur demander, tabarnak. Ben, moi, ça m'a fait que la voiture d'occasion au Québec, elle est taxée, retaxée, retaxée et retaxée. Et surévaluée aussi. Ben, et souvent surévaluée. Mais tu sais, c'est ça. C'est qu'en plus, on a simplifié les barèmes. Puis là, ils disent, oui, mais monsieur, si votre voiture vaut moins cher que ce qu'on dit au livre, ben vous pouvez aller faire un rapport de dévaluation. Ben oui, le rapport va coûter 400 $, puis moi, je vais perdre un après-midi pour aller faire dévaluer mon auto pour arriver ici et payer moins de taxes. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est là, mais c'est unique au Québec, ça. Ça n'existe pas ailleurs, là. Puis c'est supposé être un service aux citoyens. Ouais. On leur rend service pas à peu près. Hey. Ça pour vrai, c'est un véritable scandale. C'est comme la fameuse plaque, la plaque personnalisée qu'on a au Québec, là. Tu sais, quand on a amené la plaque personnalisée, ça existe depuis la nuit des temps dans d'autres provinces puis aux États-Unis, puis on ne l'avait pas au Québec. Fait que finalement, au Québec, on a dit, on peut avoir une plaque personnalisée, puis il y a des gens qui aiment ça, écrire... Nancy ou peu importe c'est quoi sur leur plaque d'immatriculation ou un message comique ou peu importe c'est quoi. Parfait. Alors, cette personne-là est prête à payer 250 $ pour avoir une plaque personnalisée qu'elle pourra conserver. Excellent. Mais ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'on va te facturer 38 $ par année pour avoir le droit de posséder cette plaque-là. Qu'elle soit sur une voiture ou pas. Disons que ta Honda Accord, t'as décidé d'écrire le mot Honda sur ta plaque, puis
tu as payé ta plaque 250$, puis à chaque année, on t'envoie une facture de 38$. Ben, au bout de 10 ans, là, ça t'a coûté 380$ de frais pour avoir le privilège de garder ta plaque. Puis attends, si au bout de 10 ans, tu vends ton Honda, ta plaque, si tu la gardes dans ton tiroir à bobette, ben, elle va encore te coûter 38$ l'année prochaine. Qu'elle soit sur une voiture ou pas. Et la seule façon d'éliminer le frais de 38$, c'est de rapporter ta plaque à la SAC. Il faut que tu la rapportes. Il faut que tu la rapportes à la SAC. Ben non. Et ils vont la détruire devant toi. Et là, à ce moment-là, mais tu l'as payé 250$ ta plaque. Gang de tas de marde. Est-ce que c'est des Tu sais quoi le truc? Le truc, c'est remplir le petit formulaire pour dire que tu l'as perdu, ta plaque. Ce que j'ai fait. J'ai perdu, moi, mes plaques personnalisées. Je ne sais plus, ils sont où. Fait que j'ai rempli le formulaire. J'en reviens. J'ai rempli le formulaire. Ma plaque a été égarée. J'ai aucune idée où ce qu'elle est rendue. Puis là, ben, j'ai plus le 38$ de frais à payer par année. Puis j'ai des décorations sur le mur de mon garage. Mais c'est d'un ridicule épouvantable. Pourquoi fallait aller chercher ce 38$-là supplémentaire? Le 250$ qu'on paye pour la faire fabriquer, c'est pas assez? Ouais. Tu sais, faut tout le temps en mettre plus. C'est une gang de... En tout cas, gars, ça a été un très bon podcast, Antoine Joubert. Merci beaucoup, man. On va arrêter ça avant que je casse tout ça. Il n'y a pas de question du public, là? Non, c'est ça? Non, c'est cool. Je vais inviter le monde, par exemple, à aller voir l'émission que tu fais. Je pense que tu as mis sur YouTube aussi. Ben, j'ai ma page Auto Joubert là, sur YouTube que vous pouvez aller voir. Là, rouler au suivant, là, exactement. Parce que c'est super cool. Puis Chris, c'est tout à ton honneur, à toi puis ton équipe. Dans le fond, vous pognez un vieux véhicule, vous le réparez puis vous le donnez à quelqu'un. À des gens qui sont dans le besoin ou qui ont des causes ou etc. Mais tu sais, l'idée, c'est... L'émission est cool aussi. Ben, l'idée, c'est de montrer aussi des métiers de l'automobile. Tu sais, moi, si je suis capable d'allumer quelqu'un à aller pratiquer un métier ou à se développer une passion là-dedans, puis à aider des gens aussi à économiser en entretenant leur voiture plutôt que de les changer à tout bout de champ. Ouais. Parce que, tu sais, on a... au Québec, deux façons de penser. Ah oui, achète une voiture électrique, ça c'est écologique, puis achète-en une nouvelle l'année prochaine, c'est encore plus écologique. On va multiplier le nombre de voitures électriques sur la route. Hey, garde bien là. Plus tu gardes ton véhicule longtemps, plus c'est bon pour la planète. C'est pas plus compliqué. Parce que fabriquer un nouveau véhicule, puis le changer aux 2 ans, viens pas me dire, même si ça consomme pas d'essence ou que ça en consomme un peu, ben viens pas me dire que c'est plus efficace pour la planète que de continuer à rouler ta voiture que tu as achetée il y a 8 ans et que tu entretiens à coût de 1 500$ par année. C'est ça, c'est écologique, c'est efficace pour ton portefeuille, pour la planète, puis ça permet aux gens de continuer de travailler, d'avoir des métiers connexes à l'automobile. Puis c'est ça que je veux montrer dans l'émission, dans le fond. Tu sais. Pierre-Henri, par exemple, d'Atelier Branché, ben, c'est un expert en véhicules électriques. Il nous a démonté une batterie de livres, puis il nous l'a réparé pour à peu près 400$, alors que chez Nissan, ça coûtait 15 000$. Ah ouais. T'sais, fait que, comment ça se fait qu'un gars est capable de réparer une batterie pour 400$, puis tu vas chez le concessionnaire qui a vendu la voiture neuve, puis que ça te coûte 15 000$? Tout simplement parce que il y a une question de volonté, une question d'expertise, puis il y a une question d'objectif. Ben oui. Nissan, ce qu'ils veulent, c'est vendre des nouvelles autos. Puis il y a quelqu'un qui dit, ben moi, ça me tente pas de repayer un 40-45 000$ pour un véhicule. Je sais. Bon, il y a différentes façons de voir ça, mais oui, c'est un peu l'objectif de cette émission-là, que vous allez retrouver sur ma page YouTube, effectivement. Puis il y a un autre épisode aussi, c'était avec Luc Poirier, qui vous donne, dans le fond, une de ses Ferrari. Là. C'est une drôle, en fait, c'est une drôle d'histoire. Là. Vous irez le voir sur ma page YouTube. En fait, cette voiture-là est devenue mythique parce que c'est un casseau à vidange, là. C'est vraiment... c'est une vieille Pontiac Fiero qui a été recarrossée maladroitement. Elle est laide pour mourir, mais elle a été inscrite à un concours comme si c'était une Ferrari Enzo. Puis le Quail à Pebble Beach, c'est un des concours automobiles d'élégance les plus prestigieux au monde. Et la voiture est passée entre les mailles du filet et a pu se retrouver sur le terrain entourée de voitures qui valaient 5, 6, 7, 8 millions.
Fait que c'est devenu la risée au point où Jay Leno lui-même en a fait un reportage télé. Vous pouvez voir ça sur YouTube aussi. C'est devenu une voiture, elle est devenue virale, elle est devenue populaire comme ça. C'est une risée. Non, ouais, c'est une risée, c'est une vraie joke, là. Ça n'a pas d'allure, là. Puis Luc Poirier a mis la main là-dessus sur une enchère, Cars and Bids, a rapatrié l'auto ici au Québec. Puis là, j'ai vu ça dans son garage, c'était une vraie joke. Puis là, bon, on a jasé ensemble, puis il dit... Hey, je vais te la donner, puis on va dire qu'on donne une Ferrari dans l'émission rouleau suivant. Puis évidemment, ben lui, ce qui est arrivé, c'est que on a fait un gag avec ça. Nos mécanos se sont amusés. François Bonneville, avec qui je travaille, qui fait de l'esthétique automobile, il s'est fait aller les bras là-dessus, excuse-moi, pour essayer de la faire briller. Mais tu sais, comme je dis souvent, mais pas parce que tu mets du parfum sur un sac à poubelle que... ça va l'améliorer, tu comprends-tu? Enfin, bref. Fait qu'au final, ben, la voiture a été remise aux enchères. Et puis, c'est un gars du Québec, finalement, qui a acheté l'auto pour à peu près 8000 $, mais c'est un don qui a été fait à la Fondation Bruni-Surin. Puis l'émission s'est terminée comme ça, mais ça a été très comique. Ah, très cool. Ben, c'est ça, je vais inviter le monde à aller l'écouter, tu sais, si ils connaissent pas, à venir te découvrir. Puis sinon, c'est ça, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux, t'es actif Facebook, sur Instagram, ma page YouTube, Facebook, j'ai 130 quelques mille followers en ce moment. Tu ça va bien. Du contenu. Là, j'en mets du stock. Puis évidemment, je suis sur toutes les plateformes du Guide de l'auto, site web, le show de radio, évidemment, Cube Radio, l'émission hebdomadaire. Je fais Salut, bonjour de façon bi-hebdomadaire aussi, semaine et week-end. Alors oui, je suis un peu partout là, dans l'Empire québécois et puis sur mes réseaux sociaux à moi. Fait que, c'est ça. Puis mon podcast de la Grosse Brune que j'invite les gens à venir voir. On le fait évidemment sur ma page Facebook, mais on devrait l'étendre sur les différentes plateformes de podcast là, dans les prochains mois. On rejoint 50 quelques mille personnes avec ça à chaque semaine, fait que ça marche bien. C'est bon. C'est un podcast en fait que j'ai commencé dans la pandémie. Puis pour ceux qui connaissent pas, la Grosse Brune, c'est ma mascotte. C'est une grosse AMC Station Wagon 1978 brune, évidemment, avec 3 rangées de sièges. Et le gag, c'est que, évidemment, pendant la pandémie, il fallait être à 2 mètres de distance. Et mon collègue Germain, avec qui je fais le podcast, était assis à la 3e rangée et moi, j'étais assis au volant. Ce qui fait qu'on était à 2 mètres de distance dans l'auto et on pouvait jaser ensemble de bagnole. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un rendez-vous presque hebdomadaire. On en a plus de 200 de faits jusqu'à maintenant. Mais quand les mesures sanitaires ont été relâchées, on l'a upgradé à la 2e rangée, puis c'est devenu ça depuis. Fait qu'on en a plus de 200 de faits jusqu'à maintenant, puis les gens suivent ça, puis on parle de voitures, puis c'est bien le fun. C'est très cool, man. Puis, mes commanditaires, je vais en profiter pour leur dire merci parce que ils t'offrent un sac de poche de café du WhatsApp. Tu vois, je vais en avoir besoin un peu. Tu vas pouvoir être allumé. Ça, avec un peu de néo-citran, ça va être fantastique. Parfait, ça va. Fait qu'encore une fois, un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci de commanditer le podcast. Puis, je recommande à tout le monde, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le, parlez-en. Puis encore une fois, énorme merci Antoine Joubert. Tout le plaisir était pour moi, bien le fun. Merci de l'invitation. Je suis content que tu aies aimé ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Salut.